Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 376 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Denver. Denver et Mike Malone qui a été viré à une semaine des playoffs. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Denver Nuggets ont viré Michael Malone. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Petit podcast en urgence sur le sujet, puisque je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire assez intéressants. Et on va essayer un peu de décrypter, en tout cas, on va tenter de décrypter qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que ceci est arrivé. Bon, on va décrypter, on va pas non plus faire les non mais en fait on pouvait voir tout ça venir, etc. Non, je pense qu'on a tous été un peu surpris. D'ailleurs, c'est un peu marrant de voir que en fait Memphis a lancé une mode pour le coup. Autant on était déjà choqués que à 2 semaines des playoffs ou 3, je ne sais plus, Memphis vire son coach. Autant là, on est littéralement à 2 ou 3 matchs des playoffs. Et donc là, ça tombe maintenant. Bon, premièrement, pourquoi ça tombe maintenant ? Ce timing extrêmement bizarre. Je crois que c'est jamais arrivé, un timing aussi tard dans l'histoire de la NBA. Je crois avoir lu que Hubie Brown avait été viré quelques matchs avant le début des playoffs également, donc peut-être un peu plus tard par rapport au timing actuel, mais je crois pas que c'était une équipe qui était genre candidat au titre ou même compétitive. Peut-être que je me trompe, mais bref. En tout cas, si on n'est pas sur de l'inédit, on est sur du quasi-inédit. Et bon, c'est vrai que, par exemple, si on prend le cas de Memphis, à mon avis, et on l'avait déjà un peu expliqué, la différence, c'est que bon, Taylor Jenkins avait un peu perdu le vestiaire, mais surtout, il y avait le coup de la nouvelle attaque qui était en train d'être mise en place, qui avait été mise en place sur la saison 2025, la fameuse attaque sans écran, l'attaque sans écran qui, voilà, plutôt que faire des écrans, des pick and roll comme tout le monde, on avait dit on réorganise le terrain, c'est plutôt une flow offense, une attaque un peu des grands concepts de quand à la balle, je m'en vais, rotation depuis le corner jusque dans le dunker spot, depuis le dunker spot, je remonte sur l'aile, etc. Voilà, en fait, une attaque de réorganisation de l'espace, on peut dire, de mouvement constant plutôt que d'écran. Et en l'occurrence, c'est vrai que, premièrement, ça n'avait pas l'air de plaire trop aux stars, pour le coup, donc ça a sans doute entraîné des petites frictions de vestiaire, mais deuxièmement, faut dire aussi également que Memphis, à l'époque, il y a 2 semaines, Memphis avait aussi sous le coude un autre assistant coach un peu star, ou en tout cas qui était assez prisé. Il était allé chercher l'ancien entraîneur du Paris Basket. Donc voilà, il y avait un peu ce truc de de toute façon, Jenkins est là depuis longtemps, on va tourner la page. Donc essayons un peu de tester le nouveau coach qui a une philosophie un peu différente que cette fameuse attaque qui nous pose des problèmes. Donc voilà, c'était un peu comme ça que moi j'explique la situation à Memphis. Sauf que là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça à Denver. J'ai pas l'impression qu'on ait genre un assistant star sur le banc en mode testons-le maintenant plutôt que l'été prochain, plutôt que l'engager sans le tester, l'été prochain. J'ai pas l'impression en tout cas que David Adelman, on va en reparler, donc l'assistant qui devient intérim, David Adelman, fils de Rick Adelman évidemment, j'ai pas l'impression qu'il ait un aussi gros statut que Thomas Isao n'avait à Memphis. Donc déjà première différence. Et puis je pense pas que l'attaque de Denver posait problème aux stars. Même pas du tout. Autant à Memphis, on peut se dire, ça marche pas, les stars sont pas contentes, ou surtout Ja Morant, ou voilà, ça marche pas. Et si on doit aller sur un coach un peu plus pick and roll normaux, on va dire, pour caricaturer, Denver, on n'avait pas ça. Denver, on n'avait même pas cette question, cette problématique tactique. Donc pour moi, c'est un peu différent, je trouve. Et donc, sans doute encore un peu plus choquant, à mon sens. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer ou pas, d'ailleurs, je suis là peut-être pour vous l'apprendre. Mais apparemment, vous allez me dire peut-être, c'est trivial, évidemment, Guillaume. Oui, s'il se fait virer, c'est que ça se passait mal. Mais apparemment, moi, je l'ai un peu appris, un peu découvert, ça se passait mal, surtout avec le GM. Le GM, le fameux Calvin Booth, B-O-O-T-H, pardon pour l'accent. Donc, avec Calvin, ça se passait mal. Et donc, disais-je, les deux ont été virés. Voilà, les deux ont été virés. C'est pas que Mike Malone qui se fait virer, c'est Denver. C'est le GM aussi. C'est Calvin Booth, le GM de Denver. Alors, pour vous dire, vous pouvez aller écouter le podcast de Adam Mares. Adam Mares, je répète, M-A-R-E-S. Je ne sais pas quand. Je crois que c'est des NVR Sport, donc un truc spécial Denver, qui est un spécialiste de Denver qui passe chez des gros podcasters, etc. Voilà, c'est pas une
pas quelqu'un que j'aime beaucoup sur le côté tactique, mais c'est quand même une figure un peu du monde de Denver. Donc si ça vous intéresse, allez écouter son podcast à lui. Il est hyper au courant, évidemment. Il détaille pas mal dans son podcast. Il y a aussi le podcast de Zach Lowe, d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'hebdo il y a quelques jours, mais Zach Lowe est revenu. Ça y est, enfin, il a son podcast sur The Ringer désormais, et non pas sur ESPN. Il a eu un premier podcast que, bon, moi, j'ai pas trouvé top avec Howard Beck, mais c'est juste parce que j'aime pas Howard Beck. Bref, on s'en fiche de ma vie. Mais non, il y a eu un deuxième podcast, donc un peu en urgence, sur cette news de McMahon qui a été viré. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie aussi vers ce podcast où on en apprend pas mal de choses. Zach Lowe raconte pas mal de choses qui n'étaient pas trop, en tout cas pas autant sur la place publique que ça aurait pu, d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai appris via Adam Mares et via Zach Lowe que, apparemment, ça se passait pas bien entre les deux. Voilà, je sais pas vous, moi j'avais pas l'impression que c'était étalé sur la place publique comme un truc assez redondant ou que tout le monde était au courant. Moi en tout cas je ne l'étais pas. Et apparemment, même au sein de l'organisation, il y avait deux clans en fait. C'est-à-dire qu'au niveau des joueurs, au niveau des assistants, au niveau du front office en fait, donc tous les gens qui travaillent avec le GM, etc. Il y avait un peu deux clans. Il y avait le clan Mike Malone et le clan donc de Calvin Booth. Bon, déjà première chose à noter, on va détailler, mais première chose à noter, c'est que les propriétaires, donc qui sont les grands chefs, évidemment, les proprios ont tranché, on dit, on vire les deux. Voilà, on choisit pas un camp, on vire les deux parce que les deux, ça se passe pas bien. Et comme ça, voilà, c'est vrai que par exemple, imaginez s'ils n'avaient viré que Mike Malone, on se retrouve avec toujours le même GM en place, mais dans l'organisation, il y avait des mecs, entre guillemets, des mecs de Mike Malone qui étaient plutôt fidèles à Mike Malone et plutôt d'accord avec Mike Malone. Voilà, tu ramènes un nouveau coach, ces gens-là auraient toujours été un peu anti Calvin Booth. Voilà. Donc finalement, la décision des propriétaires est pas si mal que ça de dire bon, on nettoie tout. On avait parlé de ça. Alors ironiquement, il y avait une question auditeur de Tyler, qui est un fan de Denver que j'ai traité il y a 2-3 jours dans l'hebdo. Je pense que vous l'avez pas entendu puisque l'hebdo fait 4h30. mais non, mais c'est marrant parce que j'avais parlé de ça, de quels sont les coachs qu'on aimerait bien voir virer. J'avais parlé de Mike Malone un peu en détail pour des raisons sportives. En l'occurrence, donc ça n'a pas l'air d'être trop les mêmes. Mais donc on va détailler. Pour vous dire, donc, Calvin Booth, j'ai envie de détailler parce qu'il est là depuis 2020. Il est là depuis 2020 en tant que GM, c'est le GM depuis 2020. Mais c'est vrai que c'est pas lui qui a les pleins pouvoirs depuis aussi longtemps. Et même, il était déjà dans l'organisation depuis pas mal de temps, mais c'est pas le GM depuis 2020. En fait, si, c'est le GM depuis 2020, pardon, mais c'est pas le grand décisionnaire, on va dire, depuis cette époque, puisque, en fait, bon, vous savez que parfois, le GM, c'est le décisionnaire, mais parfois, il y a des organigrammes de NBA un peu bizarres. Et en l'occurrence, par exemple, à Denver, en fait, on avait Tim Connelly, qui n'était pas le GM, qui était ce qu'on appelle le executive president ou je sais pas quoi, enfin le président des opérations basket. Voilà, Tim Connelly, qui était là de 2013 à 2022, jusqu'en 2022. Voilà, donc ça, c'est aussi pour avoir en tête, c'est que finalement, le règne de Calvin Booth, techniquement, il est GM en 2020, mais finalement, c'est pas lui qui avait les pleins pouvoirs avant 2022. Donc finalement, c'est très récent. Et ça, c'est à noter. De l'autre côté, pour détailler aussi, Tim Connelly, que vous connaissez, qui est parti à Minnesota et qui, dès qu'il est parti, d'ailleurs, il a fait le trade de Rudy Gobert. Et bref, il y a certains liens et on sait qu'il a bâti avec Rudy Gobert la fameuse équipe anti-Jokic parce que justement, il connaissait pas mal Jokic. Mais non, pour dire aussi que Tim Connelly, il a été le GM, enfin en tout cas le président des opérations basket, le grand chef de Denver entre 2013 et 2022. En fait, Tim Connelly avait pris la suite de notre ami Masai Ujiri. Peut-être les plus jeunes le savent pas, mais Masai Ujiri de Toronto, avant d'être le grand big boss de Toronto depuis X années, depuis 2013, il était à Denver. Masai Ujiri, c'est lui qui avait fait tous les échanges Iguodala, qui avait fait les échanges Javal Magui contre Néné, etc., etc. Il avait bâti un peu l'équipe, la fameuse équipe, c'était la fin du règne Carmelo, la fameuse équipe qui va en play-off, mais qui passe pas le premier tour. Bref, voilà, Masai Ujiri. Puis Tim Connelly était arrivé en 2013 jusqu'en 2022, donc un énorme règne de Tim Connelly. Je détaille parce que vous allez voir, c'est un peu important. Et puis ensuite, donc Calvin Booth depuis très récemment. Et donc, on peut aussi imaginer que, en effet, les choses se sont peut-être accélérées depuis la prise de pouvoir de Calvin Booth, qui est très récente. Et donc là, on est en 2025. La situation est allée crescendo, peut-être peut-on le dire comme ça, depuis 3 ans. Ça s'est un peu accéléré et je le note, je veux le préciser, puisque Mike Malone est là depuis bien longtemps. Et en fait, Mike Malone est aussi en poste depuis avant et même bien avant que Calvin Booth ne soit nommé GM et même qu'il ait les pleins pouvoirs. Donc, sans doute que ça a aussi joué un rôle, puisque
Mike Malone est en place. Techniquement, c'est pas lui le chef, c'est pas lui le GM. Mais voilà, il y a aussi ce truc de souvent quand il y a un nouveau GM, il amène aussi son nouveau coach plus ou moins rapidement parce que le GM, en grosso modo, c'est au-dessus dans la hiérarchie et que le coach est un peu en dessous. Et que quand il y a un nouveau GM qui arrive et qu'il y a un ancien employé en dessous, mais qui est là depuis plus longtemps, il se sent plus de légitimité peut-être pour aller contre le nouveau GM en mode non, mais moi je suis là depuis longtemps, etc. etc. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça de Mike Malone qui est là depuis très longtemps, qui était là depuis bien avant son GM et qui était en mode non, il n'y a pas de raison, moi je suis plus légitime, quoi. Techniquement, c'est toi le boss, mais bon, moi je suis là depuis plus longtemps, quoi. Et puis moi je sais faire, etc. Donc je pense que ça a dû participer un peu aux frictions, le fait que Mike Malone était beaucoup plus vieux dans l'organisation, dans la franchise que Calvin Booth. Et puis surtout, venons-en aussi au cas de Mike Malone, puisque c'est vrai que son cas est assez intéressant. Moi, je suis pas hyper fan du tacticien, même s'il s'est beaucoup amélioré avec les années, mais mettons ça un peu entre parenthèses. Je pense que c'est aussi important à noter que Mike Malone, mine de rien, il y a un petit historique, on va dire. Ça me surprend pas au final que ça éclate une nouvelle fois à Denver et qu'il y ait un peu une guerre d'ego qui mène à ce que et le GM et le coach soient tous les deux virés. Voilà, si ça avait été Spoelstra, par exemple, si ça avait été Budenholzer, j'aurais dit, ah ouais, un peu surprenant. Là, Mike Malone, bon, je dirais pas que c'était ça allait se finir comme ça, mais je suis pas choqué que ce soit le cas, en tout cas. Et donc, pour vous dire, peut-être encore une fois, les plus jeunes qui sont pas au courant, Mike Malone, retraçons un peu la carrière de Mike Malone, vous allez voir pourquoi je le fais. Bon, Mike Malone, encore un fils de coach, au passage. Mais bref, on va en reparler plus tard. Non, Mike Malone, il a commencé plus ou moins, en tout cas dans un grand rôle, on va dire. Il a été nommé assistant de Mark Jackson aux Warriors en 2011. Voilà, quand Mark Jackson arrive aux Golden State Warriors en 2011, Mike Malone est son assistant. Et même son assistant un peu star, puisque saison 2012, il était reconnu par l'ensemble des GM, vous savez, les fameux sondages des GM comme le meilleur assistant coach de NBA, Mike Malone, alors que donc il est assistant de Mark Jackson. Il est aussi l'assistant le mieux payé de NBA saison 2012. Voilà. À l'époque, je rappelle aussi que les Warriors sont nuls, encore, évidemment, pour la saison 2012. Je crois que la saison 2012, je suis sûr que Stephen Curry est blessé une grande partie, pour ça qu'il va avoir un contrat beaucoup plus faible que ce qu'il aurait dû en fin de saison 2012. Il y a aussi le fait que tout le monde est blessé et il n'y a pas encore Draymond Green. Je crois que cette saison-là, ils ont même un line-up où il n'y a que des rookies qui avaient un peu marqué l'histoire, un 5 de départ sur un match en mars ou en avril où il n'y avait que des rookies, donc les Thompson d'ailleurs. Donc bref, les Warriors sont nuls à l'époque, mais ça n'empêche pas que Mike Malone ait déjà un peu cette reconnaissance c'est un des meilleurs assistants de NBA. Il a même le meilleur salaire d'assistant de NBA. Et 2013, les Warriors gagnent enfin, avec Stephen Curry qui est plus blessé, Draymond Green qui a été drafté, tout se passe bien, Jarrett Jack en meneur backup à moitié titulaire également. Enfin bref, David Lee, vous connaissez un peu cette équipe des Warriors qui va upset Denver justement, ironiquement, au premier tour, le Denver de Iguodala et de toutes ces Nuggets-là. Voilà, explosion des Warriors, mais le truc c'est qu'il part à l'été 2013. Alors il part pour être embauché en fait en tant que nouveau coach de Sacramento. Nous avons le nouveau propriétaire. Sacramento a failli être vendu en 2013, finalement racheté par Vivek, le fameux Vivek dont j'ai pas le nom de famille, pardon, mais vous m'excuserez, j'arrive pas à le prononcer. Mais Vivek arrive, le propriétaire des Kings, il embauche Mike Malone, très bon choix. En l'occurrence, il faut tout de même le dire, le départ a pas été clean, on va dire, aux Warriors, en fait. Il était en conflit, en réalité, avec Mark Jackson, qui était le head coach, le coach principal, Mark Jackson, et un conflit plus ou moins ouvert. En tout cas, tout le monde était un peu au courant, c'est-à-dire que Mark Jackson, qui était donc le coach principal, le head coach, était un peu jaloux du fait qu'on crédite tout, ou en tout cas beaucoup, à Mike Malone. Donc ça, Mark Jackson n'était pas très fan de ça en tant que coach principal. Il avait un peu les boules, bon, voilà, pour être un peu grossier. De l'autre côté, en effet, Stephen Curry et Draymond Green publiquement reconnaissaient le travail de Mike Malone, notamment dans ce renouveau des Warriors. Bon, voilà. Il y avait même des rumeurs comme quoi Mike Malone était un peu le rat, entre guillemets, comme on dit, c'est pas, pardon pour l'expression, mais un peu le rat du vestiaire, un peu la top, pardon, on dit le rat, c'est en anglais, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, j'ai regardé Les Sopranos récemment. Non, en français, on dit la top. Il paraît que Mike Malone était un peu la top de ce vestiaire, et notamment quand il y a des trucs un peu qui sortaient sur Mark Jackson, sur des trucs qu'il faisait bien ou des trucs qu'il faisait pas bien, justement. Je me souviens aussi de parfois, truc qui était sorti comme quoi Mark Jackson faisait des sermons très très typés religieux, on va dire. Je crois qu'il
il est pasteur ou en tout cas il faisait des serments religieux à ses joueurs. Bref, grosso modo, Mark Jackson était un peu jaloux de Mike Malone et en plus, Mark Jackson soupçonnait Mike Malone d'être un peu la top du vestiaire. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que je suis tombé tout à l'heure sur une déclaration, interview là, de Andrew Bogut qui date de 2023 qui dit non mais si on raconte des trucs qui se sont passés dans le vestiaire à l'époque, les gens se rendent pas compte qu'il se passait des trucs ouf. Enfin bref. Donc voilà, Mike Malone, étape numéro 1, son départ des Warriors, voilà, pas top. Bon, ça peut arriver, c'est un conflit. Avançons, Mike Malone, il va à Sacramento, saison 2014, donc sa première saison, ils sont nuls, mais parce que les Kings sont pas très bons. 2015, saison 2014-2015, ça commence à gagner, ça commence très très bien. On a DeMarcus Cousins qui défend plutôt pas mal sur cette période-là, sur ce début de saison, c'est même un peu la surprise. C'est la saison où on a du Rudiger. Ils ont aussi recruté Darren Collison en tant que meneur défenseur qui sortait d'un bon passage. Son renouveau aux Clippers, Darren Collison, hop, on le signe à Sacramento, un défenseur au point d'attaque très correct. Enfin bref, ça défend bien, ça joue bien. Il y a un début de saison qui est fantastique. D'ailleurs, ils se font voler un match à Memphis avec un buzzer beater de Courtney, mais qui, grosso modo, il reste 3/10 de seconde à l'horloge. Et dans la salle à Memphis, on a été généreux sur quand est-ce qu'on commence le chronomètre. Mais bref, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il se fait virer. Mike Malone se fait virer alors que c'est la première saison depuis 20 ans, j'exagère, mais que les Kings sont bons, ils sont compétents. Et Mike Malone se fait virer le 15 décembre. Voilà, un peu de nulle part. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors en effet, les Kings étaient en 11 victoires, 13 défaites, donc un bilan équilibré plutôt que très bon. Et en fait, les Kings avaient profité d'une série de défaites. Tiens, c'est un peu redondant avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils avaient profité d'une série de quelques défaites d'affilée pour dire, allez, on le vire. Alors qu'en fait, c'était un peu injuste. Dans cette série de défaites, DeMarcus Cousins s'était blessé, qui était un peu le joueur principal de cette équipe-là. Donc voilà, la série de défaites était un peu injuste et encore une fois, c'était une des plus belles, un des plus beaux passages, le seul bon passage des Kings sur toute la décennie en fait. Depuis des années, les Kings étaient enfin bons. Il se fait virer. Voilà, il se fait virer. Et d'ailleurs, ils l'ont payé ensuite parce qu'ils n'ont plus jamais été bons jusqu'à 2019. Ils ont flirté avec les playoffs, mais ensuite 2023, ils ont fait les playoffs avec Mike Brown. Mais bref, encore un deuxième cas un peu bizarre de Mike Malone qui se frite avec son front office, très clairement. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est qu'on a un peu je dirais pas des problèmes d'ego parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on sait pas, mais clairement, en tout cas, il y a cette récurrence de Mike Malone qui s'entend pas très bien avec ses front office ou avec, voilà, il y a toujours un peu des histoires d'ego, je pense, mais ça, je suis pas sûr. Et puis donc, après s'être fait virer le 15 décembre 2014, donc saison 2015 techniquement, mais on était même encore en 2014, il se fait embaucher ensuite, à Denver. Ce qu'il faut savoir, un peu pour l'historique, je raconte l'histoire si ça peut intéresser certains, un des acteurs principaux de ceci étant quelqu'un qui s'appelle Pete D'Alessandro. Pete D'Alessandro, qui est-ce ? C'est quelqu'un qui va être embauché, qui va être re-embauché à Denver, techniquement, précisément le 10 juin 2015. Et Pete D'Alessandro, avant ça, il était GM des Kings. Il était GM des Kings depuis quelques temps, depuis au moins, je crois que 2012. Il a été GM entre 2012 et 2015. C'est d'ailleurs le fameux Pete D'Alessandro, c'est le GM des Kings qui se fait totalement manger, qui est obligé de céder. Il y avait eu le documentaire de The Ringer à l'époque en inside de la draft des Kings où ils avaient des caméras dans le front office et grosso modo Pete D'Alessandro c'est le GM qui était en mode non, alors je sais plus qui il voulait, peut-être Noah Vonleh ou un truc comme ça. Grosso modo il se fait un peu bouffer par son propriétaire qui est là en mode on prend Stauskas, on prend Stauskas, un Nick Stauskas, tout le monde est ok, Stauskas, et au final Pete D'Alessandro il dit bon ok. Mais bref, Pete D'Alessandro, ancien GM des Kings qui avait embauché Mike Malone aux Kings, il se fait embaucher, il quitte les Kings, il revient à Denver, il venait de Denver à la base, mais il revient à Denver le 10 juin. Qu'est-ce qui arrive le 15 juin 2015 ? Notre ami Mike Malone. Voilà, donc Pete D'Alessandro l'a pris avec lui dans ses valises, je pense. Et donc, à partir de là, nous avons Mike Malone, coach des Denver Nuggets. Mais voilà, pour dire aussi, on arrive aussi pour décrire un peu l'historique de Mike Malone, c'est peut-être pas quelqu'un de si facile que ça à gérer. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut retenir de ses 15 ans en NBA. Alors ça s'est très très bien passé à Denver pendant X années, parce qu'il a été embauché par un certain front office. Il a été embauché, je pense que Pete D'Alessandro, l'ancien GM des Kings, qu'il avait embauché aux Kings, a dû glisser un ou deux mots sur le nouveau front office. Le fait aussi que, comme je racontais, c'était Tim Connelly qui était le président des opérations basket depuis 2013, donc qui était aussi en place
avant lui, qui a été en place pendant très longtemps, quasiment l'intégralité des années Mike Malone. Il y a Tim Connelly qui est son chef, hein, grosso modo, qui est le président des opérations basket. Et donc, en 2022, c'est plus le cas. Et en 2022, on a un Mike Malone qui a un peu un historique d'avoir un certain ego et qui se retrouve là en mode non, mais Calvin Booth, t'es gentil, mais j'ai plus de légitimité que toi. Voilà, je suis plus ancien que toi et je vais pas céder aussi facilement que sans doute je le devrais. Peut-être. Bref. D'ailleurs, je rajoute aussi, intéressant, dans le podcast de Adam Mares et des spécialistes un peu de Denver. Bon, le podcast a un peu ses défauts, je trouve, et on va en parler, mais les fans de Denver mettent beaucoup de discrédit sur le GM, en l'occurrence. On le détaillera tout à l'heure, mais ils aiment pas trop le GM et pour eux, c'est un peu lui le fautif. Mais en tout cas, ils décrivent de l'intérieur, et des trucs que nous, on n'avait pas forcément, mais ils nous décrivent beaucoup de... en fait, ils étaient tout le temps en conflit, surtout. Ils nous décrivent d'ailleurs un peu... c'était deux personnalités qui étaient tout blanc, tout noir. Donc, forcément, quand tu as deux mecs qui doivent travailler ensemble, avec notamment une hiérarchie, il y en a un qui est censé être au-dessus, qui donne les joueurs à l'autre. Il y en a qui est censé coacher, mais il y en a le deuxième est censé quand même être celui qui est responsable du recrutement. Bref, deux personnes qui ne sont pas capables de mettre de l'eau dans leur vin. Un mec qui est supérieur hiérarchique, mais qui est plus récent. Un autre qui est inférieur hiérarchique, mais qui a plus d'ancienneté, qui a aussi gagné un titre. Enfin bref. Donc voilà, deux mecs qui veulent pas faire de compromis, qui apparemment se sont frités sur tous les sujets possibles et imaginables. Hein. C'est un peu l'idée. Notamment, ils décrivent pas mal de choses par rapport aux jeunes. Le fait que Mike Malone n'aimait pas du tout Jalen Pickett, qui actuellement était en train de jouer, hein, paradoxalement, qui avait pas mal de temps de jeu, paradoxalement, dernièrement. Jalen Pickett, mais parce que peut-être enfin on le fait jouer. Mais voilà, il raconte dans ce podcast pas mal de cas comme ça où sur les jeunes, Calvin Booth, il draft un mec et en fait Mike Malone n'est pas fan, ou ce genre de conneries, quoi. Donc voilà, un peu pour décrire la dynamique, c'est pour ça, première raison que Mike Malone a été viré, c'est que ça se passait pas bien du tout avec le GM, donc allez, on vire tout le monde. Mais il y a une deuxième raison qui est assez évidente, vous allez me dire, parce que cette première raison, elle est pas suffisante, je pense. C'est pas tout, c'est pas... Enfin, en tout cas, on aurait pu attendre. On aurait totalement pu attendre l'été prochain en disant, bon, allez, on finit la saison, et puis à la fin de saison, merci, au revoir, le coach, tu t'en vas, le GM, tu t'en vas, et nous, on refait page blanche et on recommence tout. Sauf que là, non. Là, le timing est bizarre. Là, il faut forcément une deuxième raison. La deuxième raison, elle paraît évidente, ce n'est pas que cette mésentente entre les deux, ce n'est pas que ça, j'insiste. Il y a aussi le fait que, nous dit-on, et on peut le lire aussi à travers les lignes, hein, entre les lignes, pardon, il y a aussi le fait qu'au final, Mike Malone avait perdu le vestiaire. Et c'est, là encore, ça fait peut-être écho à ce qui s'est passé à Sacramento, ils ont profité de 4 ou 5 défaites consécutives des Kings en décembre 2014 pour le virer. Là, vous saviez peut-être que les Nuggets étaient sur une série de défaites, hein, dernièrement. Ils avaient perdu quelques matchs d'affilée. Est-ce que ça a été l'excuse qui a été trouvée pour ça ? Est-ce qu'on se dit, quitte à le virer, on le vire maintenant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez évident, d'après ce que disent donc, en Inside, Zach Lowe, Adam Mares, et d'ailleurs Matt Moore aussi. Matt Moore qui a été l'invité de Zach Lowe. Je vous encourage à aller écouter ce podcast, vraiment. Et Matt Moore aussi, un mec de Denver spécialisé et qui est basé là-bas, je crois. Enfin bref, voilà. Grosso modo, il avait perdu le vestiaire. Bon, ça, on peut dire, est-ce que c'est pas aussi un narratif qu'on crée ensuite ? Enfin, on ne sait pas, hein, c'est des insides, mais peut-on s'y fier ? A priori, moi je pense que oui, les mecs sont de bonne foi. C'est pas que du plan com, hein. C'est possible, hein. Regardez ce qui se passe avec Dallas. Bon, on a le fameux Tim McMahon, qui est le spécialiste, l'insider de Dallas, qui lui est totalement, voilà, le mec est payé par la franchise pour faire de la désinformation, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'on ne peut pas toujours se fier à 100% aux insides comme ça, parce que les acteurs eux-mêmes savent la valeur des insides. Donc, dans le cas de Dallas, de Tim McMahon, par exemple, sa parole n'a plus trop de valeur parce qu'on sait qu'il est un peu à la botte du front office et il fait passer des messages, etc. Mais là, déjà, on a plusieurs sources qui nous disent que, en effet, il avait perdu le vestiaire. Ce qui est différent de Dallas, où on avait une source qui disait, donc Tim McMahon, c'est la faute de Doncic qui était nul, et d'autres sources de Dallas, d'autres insiders qui disaient, non, c'est rien à voir. Luka Doncic n'était pas fautif. Bref, là, tout le monde est un peu d'accord, et en plus, on peut commencer à faire du travail de recherche, et on voit que, publiquement, alors déjà, il y a la série de défaites, ok, mais en fait, si on gratte un peu, on peut de nous-mêmes aller vérifier, et il y a des conférences de presse, il y a des déclarations qui paraissent bizarres. Alors déjà, il y a 2 jours, là, il y avait
une conférence, alors pas une conférence de presse, mais Westbrook était interrogé dans le vestiaire et c'était un peu lunaire comme interview. Il répondait je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas à toutes les questions. Là, on peut dire ah, oulala, il se passe un truc peut-être, mais c'est pas définitif comme preuve. Hein, c'est pas voilà. Par contre, on est retombé et je pense que vous l'avez peut-être vu tourner. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter ou pas, mais est remonté à la surface une conférence de presse qui, je suis étonné que alors. Bon, j'étais peut-être pas sur Twitter assez ces derniers jours, même pas du tout. Mais c'est vrai que je suis étonné que ça n'ait pas fait plus de bruit, pour le coup. Une conférence de presse il y a 2 semaines. Voilà. Alors, je ne sais plus exactement, mais ça devait être après une défaite, hein, sans doute. Mais, grosso modo, dans cette conférence de presse, on apprend que... On lui pose la question comme quoi... On a appris qu'il aurait poussé une gueulante dans le vestiaire de Denver. Et donc, il explique. Il dit, oui, on a poussé une gueulante. J'ai poussé une gueulante dans le vestiaire dans le vestiaire des Nuggets. Et je vous dis ça, ce qu'il répond en conférence de presse. Je vous dis exactement. Donc, traduction en direct et en live pour vous. J'ai été très brut de décoffrage, sans doute. Donc, très direct. Brutally honest, il dit. Donc, voilà, j'ai été très brut de décoffrage. J'ai pas pris de pincettes, on peut dire. Et les mecs qui sont full of shit, ne vont pas entendre ça. Voilà. Il dit ouvertement et clairement, il dit ça. Il dit, mais de toute façon, il y a des mecs dans le vestiaire, les mecs qui sont full of shit. Je vous passe la traduction. De toute façon, ils vont pas entendre. Ils vont se dire, le coach raconte n'importe quoi. Il délire total. Coach is tripping. Et puis, il poursuit, il dit, parce qu'il faut bien avoir conscience, dit-il, que les mecs, les joueurs ne vont pas retourner en arrière et aller regarder le match, aller regarder du film. Personne ne regarde du film. Donc, en gros, entre guillemets, personne ne fait ses devoirs. Hein, c'est un peu ça qu'il dit, c'est que personne, aucun des joueurs en tout cas, ne prend ses responsabilités et ne va disséquer le match et pour voir par rapport aux critiques qui leur ont été faites et à la gueulante qui a été poussée. Lui, il dit, mais personne de toute façon, ne vous trompez pas, aucun de ces joueurs ne va revenir en arrière, regarder du film. Donc, c'est à nous à le faire. C'est nous qui allons regarder du film, décortiquer le film et leur montrer, parce que eux, de eux-mêmes, ne vont pas le faire. Autant dire que, alors pardon, peut-être qu'il y a une certaine virulence qui a été perdue dans ma traduction un peu hésitante et un peu longuette, mais grosso modo, le mec, il y a 2 semaines, il envoyait du lourd, quoi. Et je pense que si tu en es au point de clairement et aussi ouvertement en parler en public de telles fractures, c'est que précisément la fracture était énorme et que le divorce était un peu consommé. Quand tu as ton coach qui va dire publiquement, il y a des mecs full of shit dans le vestiaire qui s'en foutent de tout, et de toute façon, on n'a aucun joueur dans ce vestiaire qui va regarder du film, qui fait ses devoirs, donc ça va être à nous à le faire pour eux et à leur mâcher le travail parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est quand même significatif. Et je suis étonné que finalement, alors encore une fois, moi j'étais pas sur Twitter et sur ce côté l'onglet pour vous où il y a des trucs on n'est pas abonné mais on nous balance des trucs qui tournent. J'avais pas vu cet extrait il y a 2 semaines. Je suis étonné que ça n'ait pas été trop relayé dans les sites de news un peu traditionnels. Peut-être on peut le formuler comme ça. Ou peut-être que c'est juste moi qui actuellement suis un peu biaisé a posteriori. Mais j'ai l'impression que maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on a une lecture un peu différente de cette conférence de presse. On voit bien que ah ouais, en fait le divorce était prononcé et consommé. En fait, on a clairement une rupture qui était là. Donc, de ce fait, il n'y a pas que la guerre d'ego avec le GM. Il n'y a pas que ça. Parce que ça aurait pu être réglé en juin, en juillet ou en août. Enfin, en juillet, l'été prochain. Et l'été prochain, on aurait pu dire, allez, les deux sont virés, on cherche un nouveau coach, on prend un nouveau GM. Ou alors même en juin, pour la draft, qui est un peu le début de la nouvelle saison NBA. C'est à peu près c'est la draft, quoi, grosso modo. Mais non, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que cette mésentente, il n'y avait pas que cette guerre institutionnelle, nous dit-on, où tout le monde était un peu partagé, soit le clan Mike Malone, soit le clan Calvin Booth. Non, il y avait aussi le fait qu'il a perdu le vestiaire, donc au final, c'est aussi un truc pour essayer de dire, voilà, on passe à autre chose parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Je pense que la série de défaites à mon avis, ça devait couver un peu depuis quelques temps, mais la série de défaites a non seulement permis un peu aux propriétaires de se dire allez, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui les aide à prendre cette décision. Hein. C'est plus facile de virer un coach quand on est sur 4 ou 5 défaites d'affilée que quand il est sur 10 victoires d'affilée, évidemment. Et de l'autre côté, c'est peut-être ça aussi qui a accentué la fracture qui devait être là. Je pense qu'il y avait déjà des brèches un peu. Je pense qu'il y avait déjà des mots présents dans le vestiaire et sur le terrain, etc. depuis le début de saison, depuis des semaines, des mois. Mais que quand ça commence à en perdre 3, 4, 5 d'affilée, tout ça est exacerbé. Donc, on a peut-être aussi atteint un point de non-retour
à cause de cette série de défaites et que voilà, c'est plus facile de s'ouvrir et d'être pote dans un vestiaire quand ça gagne. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc, mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, souvenez-vous, on avait parlé de ça aussi. En milieu de saison, les Nuggets sont sur une série de 10 victoires, je crois, un truc comme ça, ou une dizaine de victoires, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était avec Baptiste qui était là sur un hebdo, on en avait parlé, en mode, je crois que c'est contre les Lakers, non, ils tombent contre les Lakers, ils se font battre contre les Lakers de JJ Redick post-trade deadline, alors qu'ils étaient sur une série de plein de victoires, et on s'était dit, le retour des Nuggets, etc. Et c'est vrai qu'on avait dit, moi je me souviens avoir dit sur ce débrief du match contre les Lakers, au final les Nuggets c'est cool votre série de victoires, mais si on regarde le calendrier, c'était que des équipes nulles en fait. Hein. Donc à quel point est-ce qu'elle a été significative, je vais essayer d'aller en 2 clics vous rechercher ça, mais voilà, c'est vrai que le calendrier fait quand même beaucoup de choses par rapport aux séries de victoires et aux séries de défaites en NBA, il faut aussi en avoir conscience. Donc oui, ça y est, je l'ai. Le calendrier, la série de victoires, c'était combien? C'était 9 victoires d'affilée, donc contre les Sixers, sans Embiid, je crois, contre les Hornets, contre les Pelicans une fois, Pelicans 2 fois, contre le Magic au moment où ça allait pas bien du tout, et il marquait 85 points par match à l'époque, en février, début février, contre les Suns, c'était pas top non plus les Suns, contre les Blazers 2 fois, qui étaient un peu, ouais, super, les nouveaux Blazers, jeunes et tout, mais ça reste les Blazers, et contre les Hornets. Voilà, ça c'était la série de victoires des Nuggets de mi-saison, là, entre fin janvier et début février. Et donc je me souviens, moi, l'avoir dit, mais je me souviens aussi qu'avec Baptiste, on en avait parlé, et qu'on avait dit, est-ce que vous avez entendu la déclaration de Jokic, qui lui-même était sorti, et après le match des Lakers, où ils se font botter les fesses par les schémas défensifs des Lakers, là, les prises à 2, prises à 3, on front the post, etc., on l'avait détaillé. Jokic avait dit, en fait, on est peut-être pas si bon que ça, quoi. Et peut-être que notre série de victoires était un peu en trompe-l'œil. Jokic lui-même était sorti, avait dit ça. Donc là encore, Jokic qui parle pas beaucoup, je trouve que c'est quand même un élément un peu significatif que ça se passait peut-être pas très bien, quoi. Alors c'est peut-être juste un détail, mais j'y pense maintenant, je le rajoute à tout ceci. Voilà, je pense que il y avait des maux dans le vestiaire depuis pas mal de temps, il y avait des problèmes également de basket sur le terrain, je veux dire, qui ont sans doute été exacerbés, et point de non-retour parce que au bout d'un moment, voilà, quand ça gagne pas, tout le monde est énervé contre tout le monde, on vire McMillan, et grosso modo, je suis pas sûr que David Adelman, qui va être qui était l'assistant coach, qui est désormais l'intérim, je suis pas sûr qu'Adelman était et reste un des candidats principaux à la succession de McMillan l'été prochain. Je suis pas sûr, peut-être que oui, hein. Peut-être que si ça se passe bien, ok. Mais je pense pas qu'il y a un peu cette motivation de tiens, on a une pépite sur le banc, un peu comme à l'époque, il y a 2 semaines à Memphis, par exemple, où ils ont viré Taylor Jenkins, ils ont viré aussi Noah Laroche, l'assistant de l'attaque sans écran, mais pour mettre en avant le jeune coach finlandais qui a fait une attaque révolutionnaire au Paris Basketball et qu'on avait recruté l'été dernier. Allez, on te donne les pleins pouvoirs parce qu'on t'aime bien, on va te tester et potentiellement on va te donner le poste l'été prochain. Je pense qu'avec David Adelman, c'était pas trop ça. Adelman, faut savoir, c'est un assistant coach depuis des années avec McMillan. Il est relativement jeune, donc c'est pas non plus un vieux de la vieille, mais il a une certaine cote. Mais c'est pas non plus le phénomène, quoi. Je pense pas. Donc, à mon avis, motivation un peu différente. C'est vraiment de toute façon, voilà, McMillan a perdu le vestiaire, les mecs ne vont plus l'écouter, les mecs ne vont plus jouer pour lui, entre guillemets. Donc voilà, faisons autre chose. Et je pense aussi, d'ailleurs, je pense en un sens que les propriétaires ont peut-être également fait ça parce que, voilà, pour beaucoup, Denver est un vrai candidat au titre. Et peut-être pour les propriétaires également. Personnellement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis peut-être un peu moins choqué que d'autres, dans le sens où c'est pas comme si t'étais, je sais pas moi, saison 2023, et que t'es un peu un des favoris, que tout se passe hyper bien, que Jamal Murray est revenu de blessure et que ça se passe bien, que tu as Aaron Gordon, que tout est génial. Je pense qu'on est quand même plutôt, et je suis moins choqué parce que pour moi l'équipe est un peu plus loin que d'autres années du titre. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette équipe, notamment la défense, et donc moi je suis moins choqué, mais parce que je pense qu'il y a un peu moins à perdre en fait. Je pense qu'il vire le mec en mode bon allez, de toute façon les joueurs l'écoutent plus, on te vire parce que c'était fini et puis voilà, on va tenter un truc sur le run. Mais je veux dire, c'est pas comme si les propriétaires avaient pris un risque énorme en cassant un truc qui se passait hyper bien et en cassant une équipe qui était au-dessus du lot et parmi les 2-3 équipes contenders, candidats au titre, favorites. Je pense que c'est moins risqué parce que Denver était
pas vraiment là-dedans. Denver peut faire du bruit en playoff, Denver peut passer un tour ou deux, voire même aller en finale si ça se passe bien, si tout clique. Mais je veux dire, voilà, il y a ce côté, pour moi, en tout cas, où t'as pas tant à perdre. Enfin, je trouve qu'il y a moins à perdre que certains ne semblent le penser sur Twitter, sur les médias, en mode « Oh, Denver est un ultra candidat au titre, c'est la folie, ils virent leur coach alors qu'ils avaient potentiellement un titre à portée de main. » Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y avait moins à gagner et donc moins à perdre en termes de risque. Bref, tournons cette page. Et donc oui, parlons terrain un peu. Parlons terrain aussi un peu, parce que, comme dit, c'est vrai que le terrain était problématique. Et ça me permet aussi de revenir sur un truc qui est un peu le problème principal de cette équipe, qui, à mon avis, parle beaucoup des mots de cette équipe. En attaque, il y a un truc qu'on pourrait dire, c'est que ça manque de 3 points. Ça manque de 3 points parce que ça manque de shooters, on pourra y revenir, mais en effet, il y a des shooters à 3 points qui n'ont pas été remplacés. Mais je trouve que ça importe assez peu. Ça peut importer. Il y a un manque de spacing qui est flagrant. On le répète, j'ai l'impression, chaque semaine dans l'hebdo, quand on parle des affiches de la semaine, et dès qu'on parle de Denver, on parle du manque de spacing. Je l'ai moi-même fait il y a 2 jours dans l'hebdo, contre les Wolves, contre les Warriors, 2 énormes chocs qu'ils ont perdus parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais bon, au global, je pense que ça peut poser problème sur des matchs à haut niveau et sur les dernières marches de playoff, d'accord. Mais au global, on a quand même affaire à une équipe et une attaque qui tourne bien. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui prend le moins de 3 points de toute la NBA. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ils vont beaucoup au panier. Et parce que Jokic et son passing et sa création, sa gravité, sa capacité à attirer des défenseurs et son passing, donc capacité à trouver, non seulement à créer des décalages, mais à les servir, on a affaire à une équipe qui va extrêmement souvent au panier. Et en fait, certes, tu prends peu de 3 points, donc tu as peu d'espace, mais le tir au panier est un des tirs les plus rémunérateurs de enfin, le tir le plus rentable du basket, en fait. Donc, finalement, ok, tu es 30e à 3 points en fréquence, donc tu as une perte rentabilité ici par rapport à d'autres équipes, mais en fait, tu es premier de fréquence de tir en attaque au panier. Donc, au final, pourquoi je précise ça, c'est que, au final, ça s'équilibre pas mal. Et au global, on a quand même affaire à la 4e meilleure attaque de NBA. Donc, je ne retire aucune des nuances que j'ai mis et qu'on a mis collectivement avec Azad, Baptiste, FD dans l'hebdo cette saison. Oui, le spacing est déficitaire, le spacing est problématique même pour les plus hautes marches. Et c'est ce qui va les empêcher sans doute pour moi d'aller en finale de conf ou en finale NBA ou au titre, d'accord ? Mais ça tourne bien. Pour moi, c'est un problème pour les dernières marches. Mais c'est pas le problème de cette équipe. Et alors, quel est donc le problème de cette équipe pour moi, et je pense pour beaucoup de monde, c'est un peu la défense, même totalement la défense. Et donc, ça me permet aussi de revenir sur la stat de la semaine que je voulais faire dans l'hebdo de lundi, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, vous me direz, l'hebdo fait 4h30, donc c'est un peu... Non, j'ai pas eu le temps de caler ma stat de la semaine, malheureusement, mais ça me permet de le faire ici, donc c'est très bien. C'est une stat qui a été sortie par Tom Haberstosh. Haberstosh, oui, je vais bien le prononcer. Tom Haberstosh, qui est un mec assez connu dans les médias, qui se fait appeler le stat guy. Je sais plus exactement le nom, mais bref, qui parle un peu de stats. Bon, je trouve que il parle de stats, il en parle pas toujours parfaitement. Bon, il est quand même pas mal, hein, c'est quand même un bon consultant, etc. Mais voilà, c'est pas parfait, notamment, enfin, plutôt que parler de la personne, parlons de ce qu'il a dit, c'est plus intéressant. Mais il a dit un truc sur lequel je suis pas d'accord. Et c'est assez intéressant d'expliquer pourquoi, parce que c'est là où on explique vraiment les mots de cette équipe. Il a sorti un tweet qui, évidemment, a été beaucoup relayé. Hein. Alors, je sais pas si lui est plutôt votant. Est-ce qu'il vote plutôt HDA dans la course au MVP ? Je me souviens plus si lui était plutôt Joel Embiid à la course au MVP 2023. Je ne sais pas. En tout cas, il a sorti un tweet qui a beaucoup fait parler. Évidemment, c'est un peu un tweet en mode Jokic est mauvais en défense. Voilà, je vous résume. Mais grosso modo, le tweet, et le propos, c'est Jokic a autorisé le plus de paniers au panier, justement, le plus de paniers au niveau du cercle cette saison. Et c'est une des raisons pour laquelle Denver est 22e défense de NBA cette année. Et en effet, je vous dis qu'en attaque, on était 4e de NBA, 4e attaque de NBA, et je pense que même sans les 3 points, ça pouvait passer, peut-être pas jusqu'au titre, mais ça pouvait passer assez loin. Par contre, c'est vrai qu'ils sont 23 maintenant, 23e aujourd'hui en défense. Ils étaient 22 il y a un mois quand il a sorti ce tweet, mais là, ils sont 23e. Autant dire parmi les pires défenses de NBA. Et vous allez dire, ouais, mais c'est normal, c'est un peu Jokic, voilà, t'as une mauvaise défense. Non. C'était pas le cas. L'an dernier, c'était 9e défense. 9e défense de NBA, il était top 10, donc et en attaque et en défense. C'est ce qui faisait qu'on avait une équipe qui était calibre champion, candidat au titre, etc.
Et donc, lui fait un peu ce lien. Il fait ce lien, et c'est là qu'on voit aussi la différence entre corrélation et causalité. Ou plutôt, c'est là qu'on voit aussi l'utilisation des stats qui peut être très 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 mauvaise. Et c'est là aussi qu'on voit que, en fait, ce ne sont pas les stats qui mentent, ce sont les humains qui les utilisent. Et oui, c'est ça j'en ai parlé dès l'épisode 1 du Basket Lab, ça me tient à cœur. Les stats sont vraies. Les stats existent et sont vraies factuellement. Par contre, c'est l'interprétation qu'on veut en faire consciemment, inconsciemment, de bonne foi, de mauvaise foi, qui là, par contre, peut être totalement fausse. Mais la stat est vraie. Donc, en l'occurrence, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est qu'en effet, Denver est mauvais en défense cette année. Mais en fait, non. Je ne pense pas qu'il faille tisser un lien de causalité entre Jokic défend mal le panier cette année, et le fait que Denver est mauvais cette année en défense. Et voilà, c'est grosso modo, c'est un peu Jokic, la défense déficitaire de Jokic au panier qui fait qu'on a une équipe qui n'est pas bonne en défense et qui va probablement les priver d'être champion cette année. Voilà, encore une fois, je ne sais pas s'il l'a fait de bonne foi, une erreur de bonne foi, ou s'il se fait un peu avec malice pour dire hey, vous avez vu, LG1, il mérite le MVP, etc. Bon, ça, je m'en fiche, mais je trouvais intéressant de prendre l'occasion pour le développer, puisqu'en fait, non. Ce lien de causalité n'existe pas. Effectivement, Tom Haberstoch, il a vu ça, il a vu, ah tiens, Jokic défend mal le panier, ah tiens, Denver est 22, 23e en défense, Denver a une mauvaise défense, ah tiens, tant qu'à faire, on va tisser un lien entre les deux. Jokic défend mal le panier, donc Denver est mauvais en défense. Et en fait, non. Ben non, pas du tout. C'est-à-dire que, allons un peu dans le détail, puisque ne nous arrêtons pas à cette superficialité, essayons de voir si réellement il y a un lien. En 2024, donc, je vous ai dit, les Nuggets étaient 9e défense, mais même plus impressionnant que ça, Denver était 5e. Ils étaient top 5 en défense du demi-terrain. 5e. Donc, l'an passé, avec Nikola Jokic en pivot sur pas mal de minutes, Denver était 5e meilleure défense de demi-terrain, de jeu posé de toute la NBA. Cette saison, la défense de demi-terrain est 17e. Donc, en effet, on a une chute. On a une chute entre 2024 et 2025. Mais, premièrement, 17e, c'est pas 23e. Vous voyez qu'au final, le score de demi-terrain, qui est un peu le vrai score défensif, en tout cas, quand on parle un peu de défense, on parle surtout de ça, des capacités sur du demi-terrain, etc. Bref, donc 17e, c'est pas 22 ou 23e. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, donc, premièrement, ce qui est largement déficitaire cette saison, c'est pas que le demi-terrain. Denver perd aussi beaucoup de points en transition. Là encore, je pense que c'est un... Enfin non, je pense pas, je suis sûr, c'était une stat de la saison dont on a parlé plus tôt, je crois que c'était en décembre, par rapport à cette équipe. C'était une des stats de la saison, si vous voulez la retrouver sur une hebdo, ça devait être hebdo 8, 9, 10, un truc comme ça. Mais les Nuggets ont une défense de transition, de contre-attaque qui est catastrophique cette saison. L'an passé, ils étaient 6e en fréquence de contre-attaque autorisée, 6e en nombre de contre-attaques autorisées. Ils sont descendus 17e, de 6e à 17e. Et en efficacité de contre-attaque autorisée, ils sont passés de 11e à 30e. Autrement dit, Denver concède beaucoup plus de contre-attaques qu'avant, et même sur les contre-attaques qu'ils concèdent, ils les défendent quasiment pas, ou quasiment de manière catastrophique. Ils sont 30e sur 30. Bon dernier en efficacité de transition. Donc, premièrement, une partie des problèmes de Denver vient de là. Et ça, pour le coup, c'est pas Jokic, c'est pas que Jokic. C'est pas que Jokic. Ça, quand encore une fois, on en a parlé dans l'hebdo, donc en termes de décryptage de match un peu tactique, ça, je me souviens qu'on avait insisté sur, je crois que c'est un match contre les Cavs. Quand les Cavs vont à Denver, ils se prennent la sauce parce que il y a des séquences que moi-même j'ai mis en avant sur Twitter, des vidéos, etc. Jamal Murray fait pas la course pour revenir en défense. Michael Porter Jr. fait pas forcément toujours la course. Russell Westbrook était un peu catastrophique. Bref, donc ça, déjà, reformulons. Une grande partie du déclin défensif de Denver, c'était aussi de la transition. Ça, c'est pas que, entre guillemets, la protection de panier de demi-terrain de Jokic. Voilà, la transition, c'est une question d'effort, ce sont des capacités, etc. Oui, mais on peut pas le lier à la protection de panier de Jokic, premièrement. Et surtout, deuxièmement, Denver, l'an passé 5e sur demi-terrain, cette année, 17e. Donc en effet, ça a glissé. Et dans le même temps, on voit aussi que cette année, Jokic défend pas bien le panier.
Mais, en l'occurrence, si on va regarder, en vérité, c'était déjà pas le cas l'an passé. Et c'est là où je suis un peu déçu de Tom Haberstoch qui se dit stat guy, etc. C'est que, en fait, juste, soit tu te souviens, moi je me souviens des chiffres de Jokic de l'an passé, mais sinon tu vas vérifier. Et en fait, il y a une énorme erreur dans le lien de causalité que lui, il établit, puisque, en fait, Denver était bon, très bon, en défense de demi-terrain l'an passé, alors que Jokic déjà était nul en protecteur de panier. C'est ça, en fait, qu'il faut noter. Et je peux vous dire les chiffres si vous ne me croyez pas. En 2025, il autorise la perte d'efficacité qu'on inflige au panier. Les tout meilleurs, c'est Wembanyama, Gobert, etc. On est à moins 14% infligé au panier. Les adversaires face à Wemby versus face à n'importe qui d'autre, leur moyenne face à tout le reste, moins 14%, moins 10%, voilà, des trucs d'élite, c'est comme ça. Jokic est à plus 0. Voilà, grosso modo, les adversaires, il n'inflige pas de perte d'efficacité au panier. Il est même à plus 0,2 en 2025, plus 0,2 sur 7,9 tirs défendus au panier cette saison. L'an passé, on était à plus 0,4 et sur 8,4 tirs défendus. Donc en fait, quasiment, alors on est vraiment sur du négligeable, parce que voilà, comme je vous dis, l'échelle de valeur, ça va de moins 14 à parfois plus 2, 3, 4, 5 pour les pires de NBA. Mais voilà, donc on a quasiment le même score de défense, de protection de panier, en termes de l'efficacité autorisée autour du panier quand Jokic est sous le panier, et même en termes de volume. L'an passé, il défendait 8,4 tirs au panier. Cette année, il en défend 8, 7,9. Donc en fait, on ne peut pas établir un lien de causalité. Ce n'est pas la mauvaise protection de panier de Jokic cette année qui fait que Denver est désormais mauvais en défense. J'insiste parce que vraiment, c'est le point essentiel de la saison de Denver. C'est ça. C'est, en vérité, Jokic a toujours été mauvais en protection de panier. Il n'y a littéralement aucune plus-value en défense de panier comme on peut l'avoir avec Gobert, avec Wemby, mais même avec des Bayo, Draymond Green, etc. Et à peu près la moyenne, enfin pas la moyenne, quasiment l'intégralité des défenseurs intérieurs NBA vont être bons là-dessus pour faire baisser l'efficacité adverse face à eux. Ok, mais en fait, Denver était bon et Denver a toujours réussi dernièrement à compenser le fait que Jokic est nul. C'est ça surtout. Donc ce n'est pas ah tiens, cette année, Jokic a un mauvais pourcentage, donc c'est ça qui explique la mauvaise défense cette année. Non. En fait, Denver était très bon en termes de rotation, défense off-ball et défense collective, en fait, pour compenser Jokic. Et ce qui a changé cette année, c'est que justement et précisément, ils ne le sont plus. C'est ça le changement. Et ce sont ça les mots de Denver. C'est pas le fait que Jokic défende pas bien le panier, puisque c'était déjà le cas avant, c'était déjà le cas en 2024, 23, 22, 21, 20, 19 même. Et pourtant, sur ces années-là, Denver fait de très bons scores défensifs. En flirtant, ou même en étant carrément souvent top 10, ou alors première moitié. Là, c'est la première année depuis l'ère de compétences de ces Nuggets, donc depuis 2019, on va dire, depuis que voilà les nouveaux schémas, Jokic qui fait du edge, on le protège le edge derrière, c'est la première année qu'on a une défense aussi mauvaise. Parce qu'en fait, tactiquement, ça, si on décortique les matchs, désormais, en fait, on voit que, ok, Jokic est un joueur à compromis. Jokic, était obligé de le cacher dans des 2 contre 1 et d'attirer la balle ailleurs, en fait. Donc, tu lui fais faire des 2 contre 1. Et grosso modo, c'est aux autres derrière à compenser et à gérer le 3 contre 4. C'est ça l'idée des schémas de Denver. Jokic, joueur à compromis. Quand lui est au panier, il ne peut pas défendre. C'est pas son rôle. Il n'a jamais été bon au panier. Par contre, la différence, c'est que en fait, tu as une escouade de défenseurs qui ne sont plus aussi bons qu'avant. Notamment, Jamal Murray n'est pas bon du tout en défense off-ball cette année. Et puis surtout, en fait, tu as la redondance de et Jamal Murray et Russell Westbrook. Et en fait, tu as remplacé un joueur qui était excellent là-dessus, donc en l'occurrence KCP, tu l'as remplacé par quelqu'un qui n'est clairement pas bon du tout là-dessus, Westbrook, qui a pris une grosse partie de ses minutes. Et bon, c'est pas tout sur Westbrook, parce que comme dit, Jamal Murray est pas très bon aussi. Paradoxalement, de l'autre côté, je trouve que Michael Porter Jr. est meilleur que jamais, mais lui arrive aussi d'avoir des petits des trous, des errements défensifs. Mais je trouve que franchement, il est très très bon cette année, Porter Jr. en off-ball, alors que c'était pas du tout le cas avant, pour le coup. Mais surtout, on a aussi Aaron Gordon, qui a manqué pas mal de temps cette année. Donc en fait,
il faut voir aussi, et je peux vous renvoyer vers un épisode que j'ai fait l'an passé, précisément pour dire, je crois que le titre, c'était un titre un peu racoleur, hein, fait exprès. Il n'y a plus besoin de pivot en NBA pour défendre, grosso modo. Et en fait, on remarque un peu l'an passé, et même cette année, hein, la récurrence de défense d'élite sans pivot défensif d'élite. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'espace en NBA, il y a tellement d'espace que aujourd'hui, c'est pas une question d'avoir un bon pivot. Ça ne se passe pas que autour du panier et pas que sur l'exercice et sur le ballon au niveau du pick and roll. En fait, c'est une question de savoir gérer l'espace, une question de rétrécir les espaces, de comment est-ce qu'on fait les rotations. Il y a tellement d'espace et de connecting et de passing que maintenant, il faut savoir faire aussi la deuxième, la troisième, la quatrième rotation off-ball. Et c'est là-dessus où, par exemple, une défense comme le Magic est élite, alors qu'ils n'ont pas de pivot défensif élite. Ce qui aurait été impensable il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Les Pelicans, aussi pareil. Pelicans, l'an passé, ils sont élites, alors que c'est Valanciunas. Denver, qui était élite, alors que c'est Jokic, etc., à l'infini. Et en fait, c'est ça aussi le secret. C'est que en NBA, tu peux défendre très bien, même avec un Jokic, même avec un Valanciunas, etc., si autour, tu as une escouade d'élite. Or, ça a toujours été le cas à Denver. Alors, modulo une année ou deux où ils ont été blessés, là, tous. L'année comme Pazzo 2022, etc., où Jamal Murray n'était pas là, Gordon n'était pas là. Mais voilà, Denver a toujours été bon là-dessus. Que ce soit les premières années avec Torrey Craig, Jeremy Grant, Paul Millsap, Gary Harris, là, qui tous ils faisaient un balayage off-ball qui était fabuleux. Puis ensuite, rotation métamorphose de l'effectif jusqu'à le cycle récent. On avait Brad Brown, on avait KCP, on avait Aaron Gordon, on avait des mecs comme ça qui étaient géniaux off-ball pour justement les rotations, etc. Et là, le problème, c'est que en fait, on a une démultiplication de l'incompétence, des problèmes off-ball, en ce sens où quand t'as que Jamal Murray, et que Jamal Murray fait plutôt une saison correcte, il a jamais été génial, mais quand Jamal Murray fait un peu les efforts, ça passe. Quand t'as qu'un maillon faible, ça peut passer. Quand tu en as deux, en fait, la valeur se démultiplie. C'est pas que, on prend un peu la valeur négative de Westbrook et la valeur un peu négative de Jamal Murray, et en gros, c'est la somme des deux. Non, en fait, quasiment, tu multiplies l'un par l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de dégâts pour moi. C'est que quand tu multiplies, alors, c'est pas que, encore une fois, il y a aussi le fait que Gordon n'a pas été là. T'as dû aussi faire jouer pas mal de mecs qui sont peut-être moins compétents, même sûrement moins compétents en défense off-ball, etc., etc. Mais clairement, sans, même si vous n'êtes pas d'accord et même si vous voulez, on met pas de nom dessus, on met pas Westbrook, on met pas Jamal Murray, on met pas de nom dessus. Globalement, on a affaire à une équipe qui fait pas les rotations, qui les fait pas bien. Et certainement pas aussi bien qu'avant, et certainement pas aussi bien qu'il devrait, pour qu'on ait une équipe qui arrive à compenser les déficiences de Jokic. Mais voilà, fin de la petite stat de la semaine. Non, ce n'est pas la production de panier de Jokic qui explique ceci. C'est tout le reste. Parce qu'on sait que Jokic n'est pas bon, donc il faut tout le reste. Or, cette année, on n'a pas tout le reste. Et c'est vrai que, pour le coup, là-dessus, pour revenir un peu à Mike Malone, fermons la parenthèse de cette stat, mais j'ai parlé de cette stat un peu en détail parce que c'est lié. Et on sait que, précisément, Mike Malone est plutôt un coach défensif, même, moi je le dis souvent, un coach un peu militaire. Mais vraiment, il y a un peu ce côté où, un peu un coach old school et qui aime beaucoup la défense. Vous le voyez en match, d'ailleurs, il est toujours debout. Il est jamais assis sur son banc calmement. Il est toujours debout de son côté, à agiter les bras, à dire tiens, mets-toi en posture défensive, les bras, écarte les bras, etc. Donc voilà, c'est quand même un coach de ce type-là. Et donc c'est pour ça que j'insiste aussi. Et encore une fois, on l'a répété toute la saison, je m'excuse pour cette répétition, mais j'avoue que je comprends pas trop, ou en tout cas, je suis étonné que Mike Malone fasse jouer autant aussi souvent et autant de fois des joueurs qui sont pas très bons en défense off-ball, connaissant l'importance de ça à Denver et connaissant aussi Mike Malone, qui est vraiment un coach militaire qui n'hésite pas à bencher ou à ne pas faire jouer des jeunes joueurs parce que justement en défense ils sont pas bons, etc., etc. Faut se souvenir, Michael Porter aujourd'hui il est bon en défense off-ball, même il est vraiment bon, je trouve, mais au début il jouait pas. Alors que talent incroyable, meilleur lycéen de sa QV et tout, au début il était blessé, mais une fois qu'il était plus blessé et qu'il se fait drafter 14e ou 15e à Denver, il joue pas parce qu'en défense il était pas bon. Et il y a des cas comme ça, on peut en prendre plein des cas comme ça. Donc Mike Malone avait aussi ce truc de au final, il aime bien la défense. Donc cette année, je me demande à quel point le problème n'est pas venu aussi du fait que c'est un coach militaire défensif, mais c'est aussi un coach militaire
il aime bien les statuts. Voilà, c'est un mec un peu old school. C'est pas pour rien si, à mon avis, il fait autant jouer un mec comme DeAndre Jordan, alors que ça fait au moins 5 ans que DeAndre Jordan n'est plus un joueur de niveau NBA. J'exagère un tout petit peu, mais vous avez compris l'idée. Mais voilà, il fait jouer DeAndre Jordan, il fait pas jouer le jeune. Il fait pas jouer Zekenaji. Bon, il se trouve que Zekenaji n'est pas très bon. Mais bref, pendant longtemps, ça a été le cas. Il aime bien faire jouer les vétérans. Il a fait jouer 4 ans de trop Will Barton, on aurait dû tourner la page bien avant, mais c'était son mec, c'était son gars. Voilà, c'était un des jeunes quand il était arrivé, il y avait Will Barton, il l'a développé, etc. Voilà, Mike Malone a aussi ce rapport, au-delà de la défense, ce rapport au statut, en fait, qui a toujours été là, ce qui n'est pas le cas de notre coach. Hein. Si vous prenez, je sais pas moi, qui est-ce qu'on pourrait prendre, Bud, il n'hésite pas à bencher certains mecs. Tiens, Mark Daniels, OKC. Quand on a un Josh Giddey qui est un très très haut choix de la franchise, très haut choix de draft, mais ça va pas, et que de l'autre côté on a un mec qui a été récupéré off the street, comme ils disent, sur la rue. On récupère un mec non drafté, Isaiah Joe, qui a jamais rien fait aux Sixers ou nulle part, qui est pas drafté. En fait, en playoff, s'il faut, on bench Josh Giddey et on fait jouer Isaiah Joe pour le spacing, pour tactiquement, parce que c'est ce qu'il faut faire. Je sais pas moi, Darvin Ham, on peut le critiquer. Darvin Ham, même c'était son défaut, c'est que parfois il se surajustait, trop d'ajustements et donc pas assez de continuité. Darvin Ham, par exemple, c'était pas un coach militaire qui était trop associé au statut, c'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs, ce que LeBron lui a reproché, AD lui a reproché, même D'Angelo Russell, etc. Mais Darvin Ham, il n'avait pas peur. Darvin Ham, il te fait jouer qui il faut. Darvin Ham, d'ailleurs, souvenez-vous, il y a une fin de match quand la série, la brillante série d'ailleurs coachée par Darvin Ham, quand ça gagne contre les Warriors, souvenez-vous, déjà génial, mais surtout c'est Kevin Looney, pardon. C'est Looney Walker qui joue un match 4 ou 5 décisif et qui joue toute la fin de match, le money time, parce qu'il est bon en défense. Et souvenez-vous, il fait un play call pour Looney Walker pour le tir décisif. Et il le met en plus. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des coachs qui sont très dans l'adaptation et il y en a, ils aiment bien les statuts. Voilà. Et c'est souvent des coachs un peu à l'ancienne. Doc Rivers est très statut. Doc Rivers, il arrive à Milwaukee. Il y a Marjon Beauchamp et André Jackson qui jouaient beaucoup, les jeunes. Il dit non, ça me plaît pas ça. Non, tu vas sur le banc. Allez, Pat Connaughton, tu joues. Même cette année, Gary Trent, tu joues. Et les jeunes, bye bye quoi. Les jeunes, merci, au revoir. Non. Il y a un vestiaire NBA, il y a des statuts. Et Mike Malone est un peu comme ça. Et bref, je reprends le fil, excusez-moi, je me perds. Pourquoi est-ce que j'insiste? C'est que malheureusement, les déficiences défensives, donc ces fameuses rotations off-ball, ce niveau de jeu off-ball, ça venait de mecs qui avaient un statut. À Denver, ça venait de mecs qui avaient un statut. C'est-à-dire que les problèmes, c'était pas tel ou tel jeune joueur qui, en fait, est un très mauvais défenseur, et donc Mike Malone aurait pu les bencher, voire même ne plus les faire jouer du tout, et le problème était réglé. Je pense que fut un temps, l'effectif était différent, et il aurait fait ça les yeux fermés. D'ailleurs, par exemple, Darius Saric, qui a été recruté cette saison, Saric, bon, on sait qu'il défend mal, mais c'est quand même un mec qui peut apporter en attaque, qui est un peu un passing, je ne vais pas dire similaire à Jokic, mais qui peut être mis dans les mêmes sets que Jokic, c'est-à-dire en high post offense, en tête de raquette, en post-up, sur des splits, sur du post-up, c'est un bon passeur là-dessus, sur des systèmes en 5-out, qui a un peu de pick and pop, c'est le seul autre intérieur de l'effectif de Denver qui a du pick and pop. Voilà, Saric aurait pu jouer. Saric n'a pas joué de la saison. Pour des questions de défense, parce que Mike Malone aime la défense. Il y a un mec qui défend pas, merci, au revoir. Mais il s'est permis ça avec Saric parce que Saric n'a pas de statut. Saric n'a aucune importance dans le vestiaire, et même en NBA, malheureusement, par rapport à Denver. Donc, merci, t'as été signé par le GM, très cool, très bien, prends ton chèque, mais moi je te fais pas jouer. Le problème pour moi, c'est que, comme je l'ai expliqué, deux des principaux moteurs de cette défense déficitaire des Nuggets, c'était Westbrook et c'était Jamal Murray. Et non seulement tu as besoin de leur attaque, premièrement, que ce soit Jamal Murray en tant que titulaire, et même Westbrook en tant que soit remplaçant avec ses cuts, soit sinon titulaire quand Murray n'était pas là, il faut bien que quelqu'un prenne un volume de pick and roll, même si c'est imparfait, mais Westbrook le fait. Donc non seulement tu as besoin d'eux en attaque, donc tu peux pas les bencher aussi facilement, mais en plus, c'est des mecs qui ont un statut. Je suis pas sûr que ça se serait bien passé, par exemple, si en milieu de saison, ou si en janvier ou en février, Malone avait commencé à bencher Westbrook.
Je dis pas que Westbrook est la source de tous les maux. Hein. Je pense que c'est pareil avec Jamal Murray. Je pense que c'est pareil avec des matchs où tel ou tel star, notamment Michael Porter Jr., que je trouve vraiment bon. Il a aussi des matchs où il était moins bien. Tu peux pas le bencher. C'est ton seul shooter. Et puis, il a un statut dans l'effectif aussi. Donc, je pense que c'est un peu là-dessus où ça a dû commencer à bouillonner à côté Denver et côté McMillan. C'est pas pour rien qu'il a fait une sortie là, un peu en mode mais non, mais il y a des mecs... comment il a dit, pardon, full of shit. Full of shit, c'est que voilà, un jeune, tu peux le bencher. En Westbrook, Jamal Murray, Michael Porter Jr. ou des mecs comme ça, tu peux pas les bencher. Donc la tension monte et donc tu leur reproches des trucs, mais eux, ils peuvent pas changer ou ils veulent pas changer. Mais tu es obligé de les faire jouer parce que c'est Jamal Murray, parce que c'est Westbrook, parce que c'est Porter Jr., parce que c'est un tel ou un tel, pardon. J'ai pas d'autres noms en tête, mais et voilà. Et paradoxalement, les jeunes étaient pas mal en défense. Quand on prend un Strouder, Strouder, c'est pas une énorme plus-value défensive, mais pour un meneur, pour un arrière, il fait le job. Il va pas te coûter, il va pas te créer des brèches. Il va pas t'apporter de la valeur. Il peut être ciblé on-ball, il peut être attaqué frontalement, ok, mais c'est pas le mec qui va pas faire la rotation. Donc Strouder était pas mal, paradoxalement, et même Jalen Pickett était pas mal, en termes de jeunes, je veux dire, et Peyton Watson est fabuleux, en défense off-ball et en défense tout court. Donc, voilà, je pense qu'une partie des frictions est partie de là aussi. Mais je pense que, je vais aussi insister, c'est pas que sportif. Je pense que c'est pas du tout que sportif. On a aussi un McMillan qui, moi, encore une fois, hein, quand j'en ai parlé dans l'hebdo il y a deux jours, une question auditeur qui me disait quel coach tu aimerais voir virer dans pourtant des bonnes équipes. J'ai parlé de McMillan et j'en parle depuis des années. Je n'ai jamais été trop fan de ce coach, même si, il a quand même beaucoup progressé, je trouve. Et ça, il faut quand même lui donner ce crédit-là, notamment sur tout ce qui est la gestion de Jokic. Mais on peut tout mélanger, mais moi, c'est aussi ce que je lui reproche. Notamment la série en 2019. Ce sont les Blazers qui vont en finale de conf. Voilà, ça n'aurait jamais dû exister. Le fait que Denver perde cette série de demi de conf contre les Blazers et que ce sont les Blazers qui vont en finale de conf, c'est une anomalie. C'est un mauvais coaching. Premièrement, par exemple, cette série, elle est pour lui, tactiquement. C'est un peu lié aussi, mais sur Jokic, il a mis pas mal de temps et pas mal d'années à le responsabiliser beaucoup. Jokic, il commence à exploser à un niveau l'NBA 2017-18, quoi. Et on se rend compte et on le voit. Nous, à l'époque, sur l'Écho des Parquets, on avait fait un podcast spécial là-dessus. Alors moi, j'y étais pas, mais Antoine, Nico, Lucas avaient fait un podcast pour tout détailler. Antoine était très chaud sur lui, etc., en disant, mais voilà, regardez ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais ça a mis du temps, ça a mis même sans doute beaucoup trop de temps à venir. La gestion, le côté, en fait, je suis un coach à l'ancienne, mais allez, je vais faire bouger un peu mes principes parce que j'ai un peu d'anomalie, quoi. J'ai un peu un des meilleurs joueurs du monde entre mes mains. Allez, il faut que je m'adapte, quoi. Il a mis du temps à faire ça. Et enfin, il l'a fait. C'est bien. Le run de playoff en 2023, ce sont plein de très très bons ajustements aussi. Il faut quand même lui donner ce crédit-là. Il a aussi bâti, pour le coup, j'ai parlé de ça, la bonne défense autour de Jokic, c'est McMillan aussi. Voilà, il faut aussi lui rendre crédit là-dessus, lui donner ce crédit-là. On fait des edges avec Jokic, on les protège derrière, et ça, c'est très dur à coacher et à mettre en place. C'est pas rien. Donc, il s'est beaucoup amélioré, mais c'est vrai que c'est pas un coach parfait. C'est un coach un peu à l'ancienne, un peu old school, et qui, à mon avis, reste plutôt un 7 sur 10 ou 8 sur 10, à mon sens, plus qu'un 10 sur 10. Et moi, quand j'ai répondu à cette question auditeur il y a 3 jours, ironiquement, j'ai pas de boule de Madame Irma quand je dis il faudrait que McMillan soit viré des Nuggets. Déjà, je pensais en cet été, mais moi, c'était plutôt des motivations sportives de mon côté. C'était un peu on a un des tout meilleurs prime, un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, notamment offensivement, qui est en plein dans son prime. Et c'est un peu dommage qu'on ait un coach qui est bien, qui est très bien, mais qui est pas parfait. Qu'on n'ait pas un coach un peu plus révolutionnaire offensivement, un peu plus qui ose plus tactiquement, qui est un peu moins accroché à certains principes un peu nuls. Voilà, j'ai déjà répété, mais par exemple, exemple tout con, mais McMillan, c'est un coach qui a fait jouer Will Barton dans un rôle majeur et important 3 ans de trop. 3 ans de trop. Je sais plus quand est-ce qu'il part, Barton, c'est quoi, 2022, je pense, un truc comme ça. Et oui, il doit être dans le trade de KCP avec Montemoris. Donc, ouais. Mais, enfin, pour moi, Barton était beaucoup moins intéressant que Torrey Craig en 2019. 2019. Allez parler à Jérémy, qui est grand chef de QI Basket, mais aussi fan de Denver invétéré. Il vous dira pareil que moi, je pense, que Will Barton a beaucoup trop joué. Donc voilà, il y a un peu ce truc. Moi, mes motivations étaient sportives pour passer à autre chose. Mais j'insiste, je pense pas
que Malone se soit fait virer pour ça aujourd'hui. Je pense pas. Je pense qu'il y avait un côté, il a perdu le vestiaire, premièrement, et ça, pour un coach, justement, un coach aussi militaire, un coach qui est très proche de ses joueurs, un coach qui était, voilà, vous voyez des vidéos en inside, c'est toujours, vous savez, on donne la ceinture de qui a été le meilleur joueur du match-là, parfois on le donne à DeAndre Jordan, voilà. C'est un mec, il a ses gars. À l'époque, il avait Will Barton, à l'époque, voilà, il a ses gars. Actuellement, il avait DeAndre Jordan, Jokic, il a ses gars. Donc, c'est un mec qui était très proche de ses joueurs. C'est un mec comme ça, un coach militaire, mais militaire qui a ses mecs, quoi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est pas le mec un peu désintéressé ou juste le coach tactique, etc. Donc, un mec comme ça qui a ce profil-là, le jour où il perd le vestiaire, c'est un peu fini, quoi. Vu qu'il a un peu ce rapport-là de base. Bref, premièrement, donc c'est ça. Et puis l'embrouille aussi avec le GM. L'embrouille avec le GM où les propriétaires ont bien fait, à mon avis, quitte à virer un, de virer les deux et de dire, allez, on passe totalement à autre chose. Mais voilà, Mike Malone, il a aussi, je pense, un peu son ego. On le voit depuis toujours. Ça s'est frité avec Mark Jackson. Alors, j'ai parlé des jalousies de Jackson. J'ai parlé de ça, de Jackson qui était jaloux que tout le crédit soit donné à Mike Malone, etc. Ce que j'ai pas dit, c'est que je suis pas convaincu que Mike Malone était tout blanc dans cette histoire non plus, quoi. C'est pas tout blanc, tout noir, je pense pas. Je pense qu'il y a peut-être eu un peu d'histoire à l'intérieur qu'on connaît pas. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Andrew Bogut, qui a fait une sortie là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas que la jalousie de Jackson. Il y a peut-être aussi un assistant coach, qui avait le plus gros salaire de tous les assistants en 2012, qui était reconnu par tous les GM comme le meilleur assistant, ou voté comme meilleur assistant de l'époque. Enfin bref, je suis prêt à croire qu'il avait aussi son ego et qu'il devait être aussi dur à gérer en tant que subordonné. Parce qu'il n'était que assistant. Mais j'arrive à imaginer très bien un mec qui est que assistant, mais qui embête un peu le head coach, quoi. Alors que, voilà, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie. Et de la même manière, quand t'es que le coach et que tu t'embrouilles avec le propriétaire des Kings, c'est pas toi qui auras le dernier mot, quoi. Même si t'es sur le meilleur début de saison des Kings depuis 20 ans, enfin depuis 10 ans à l'époque. Je suis aussi prêt à croire que quand tu es actuellement à Denver et que Calvin Booth prend les pleins pouvoirs en 2022, toi, tu es là depuis 2015, donc c'est toi qui as fait tout le cycle. D'ailleurs, c'est toi qui as été le seul entraîneur de Jokic. Tu as gagné le titre. Je veux bien croire que ça soit un problème quand tu as un mec qui a son petit ego, on l'a vu, qui est un coach très, très brut de décoffrage, et ça, c'est une question de personnalité aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aucun mal à croire qu'il y a un peu ce côté, il était en bas dans la hiérarchie par rapport au GM, mais qui se sentait un peu au-dessus. Ou qu'il est un peu trop challengé, un peu trop par rapport à ce qu'il aurait dû, son GM. Donc voilà, c'est un peu un tout pour moi. Et puis, autre aspect de tout ceci qu'on peut aborder, je vois donc pas mal de fans de Denver. Quand je dis fans, c'est notamment les médias un peu fans, donc un peu des figures de la communauté, parler et surtout être en mode, Malone, c'est un peu notre coach historique, c'est le meilleur coach de l'histoire de la franchise et tout, et tout en admettant qu'il fallait passer à autre chose ou qu'il n'a pas été parfait, mais plutôt mettre la faute, ou en tout cas mettre plus de faute sur le côté, sur le GM, donc sur Calvin Booth. Bon, je voulais un peu explorer ceci et se poser la question, est-ce que Calvin Booth est tant fautif que ça? Bon, en effet, premièrement, l'équipe est moins bonne qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le GM, même s'il est au-dessus du coach dans la hiérarchie, je pense, on sera à peu près d'accord pour le dire, même si ça peut s'argumenter que c'est pas totalement sur le même plan, etc. Mais ok, le GM est le décisionnaire, mais c'est tout de même l'employé du propriétaire. Or, pourquoi je dis ça? C'est que faut bien avoir conscience que ce n'est absolument pas la décision de Calvin Booth, à mon sens, de laisser partir Bruce Brown en 2023 et de laisser partir KCP en 2024. Alors en plus, premièrement, il y a une question aussi d'argent. Enfin, je suis pas sûr que Denver avait les droits, les bird rights totaux de Bruce Brown. Grosso modo, quand tu as un joueur qui est déjà chez toi, tu peux dépasser le cap en le prolongeant. Voilà, c'est un peu l'idée pour justement pas perdre des mecs totalement, pour justement encourager et à ce que les mecs restent dans la franchise et pour pas te punir si tu travailles bien, normalement. Mais il y a un peu des spécificités dans ces bird rights, notamment si tu es un mec qui a un tout petit salaire, tu as le droit de prolonger, mais qu'à hauteur de 130-140% dans certains cas. On va pas détailler les technicalités. Il y a une question aussi d'ancienneté, ou si le mec est là depuis quelques mois, c'est pas pareil que s'il est là depuis 3 ans, où tu as totalement ces bird rights pour prolonger, et tu as le droit de dépasser le cap à volonté.
alors que, bref, s'il est là depuis pas longtemps, t'as pas les bird rights, etc., etc. Donc, potentiellement, je suis pas sûr que Denver aurait pu s'aligner sur tout, mais ça, je j'ai pas la mémoire pour ça à l'époque. Mais en tout cas, imaginons que ce soit le cas, ce n'est absolument pas la décision du GM de dire on les laisse partir, ça coûte trop d'argent. Ça, c'est le propriétaire. C'est toujours le propriétaire. On est un peu comme d'ailleurs dans le tanking, vous savez, où dans le tanking, en fait, c'est le GM qui tank. C'est le GM qui ne recrute pas des bons joueurs. Mais si on descend d'un niveau, le coach et les joueurs, eux, ils jouent à fond. Le coach, il veut toujours gagner. Et le coach met toujours les meilleurs line-up possibles et joue le match à fond, etc., etc. Mais là-dessus, c'est pareil. C'est-à-dire que un GM va toujours vouloir, un GM d'une équipe qui veut gagner, donc, le GM, il va toujours vouloir avoir la meilleure équipe possible. Vous prenez le cas aussi de récemment, Daryl Morey aux Sixers. Daryl Morey, c'est pas lui qui a choisi de dumper le contrat de Caleb Martin que lui-même était allé chercher 6 mois avant. Daryl Morey, s'il avait voulu, il aurait gardé Caleb Martin qui venait de signer, qui est un joueur qu'il aime beaucoup, un défenseur connecteur, 3&D, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais non, et le propriétaire a dit non, on n'est pas bon cette année, je veux pas payer la taxe pour une équipe qui est pas bonne, on fait un move financier, tu me dégages Caleb Martin. Ça, c'est pas la décision de Daryl Morey. Or, pareil pour Denver. Moi, je pense, et je suis persuadé que, en tout cas, dans ces cas-là, on est à 99% de chances et de cas, historiquement, où celui qui ne veut pas s'aligner, celui qui ne veut pas prolonger un joueur en dépassant le cap, tu as le droit, mais en payant des taxes dessus, c'est le propriétaire. Parce que c'est l'argent du propriétaire. Le GM, c'est un employé. Le GM, c'est pas lui qui paye. Le GM, il veut construire la meilleure équipe possible. Sauf que c'est le propriétaire qui dit non mais attends. Ok, techniquement, on peut. On aurait le droit de dépasser le cap pour le prolonger. Mais après, si on dépasse de 10 millions, moi, sur ces 10 millions, en termes de taxes, ils vont me coûter 40 millions. Parce que plus tu dépasses le cap, plus chaque dollar est taxé de plus en plus. C'est un peu un effet dissuasif. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que ça me paraît un peu injuste de blâmer le GM de Denver actuel, enfin l'ancien, pardon, Calvin Booth, en mode ah oui, il a pas bien travaillé parce que on voit bien que l'équipe est moins bonne. Ben non, l'équipe est moins bonne parce que tu as laissé partir KCP et Bruce Brown. En l'occurrence, c'est des choix financiers. Donc je trouve ça extrêmement injuste. Vraiment, je trouve ça injuste. Je pense pas que ce soit ce GM qui ait dit non, on va affaiblir l'équipe parce qu'on veut pas les payer et on va miser plutôt sur des jeunes. Je pense pas. Ça, c'est un choix des propriétaires, premièrement. Deuxièmement, au passage, on remarque que ça, c'est pas spécifique à Calvin Booth. Ça, c'est aussi une constante de l'équipe de Denver, en fait. Et de plein d'équipes, mais notamment de Denver. C'est-à-dire que sur la dernière décennie où c'était pas Calvin Booth qui était le décisionnaire principal, on a eu des cas comme ça déjà. Déjà, par exemple en 2020, quand Malik Beasley et Juancho Hernan-Gomez, qui étaient en fin de contrat rookie, mais qui avaient enfin explosé dans de vrais joueurs de rotation. D'ailleurs, au passage, les deux étaient parmi cette escouade de Nuggets qui était très bon en défense off-ball. À l'époque, Malik Beasley et Hernan-Gomez. Parenthèse refermée. Mais voilà, les deux étaient en fin de contrat, rookie. Donc il aurait fallu les re-signer l'été prochain. Qu'est-ce qui se passe? On les bazarde. Littéralement, ils ont été bazardés aux Wolves. T'as des mecs qui allaient être... que tu aurais pu garder. Tu aurais pu, pour la saison, les playoffs 2020, et puis 21, et puis 22, tu aurais pu dépasser le cap en prolongeant Hernan-Gomez et Beasley, qui étaient des excellents 7e et 8e hommes de rotation. Tu aurais pu, mais les propriétaires ont dit non, tu t'en débarrasses. Nous, on ne veut pas payer. Donc, tu les échanges en février, maintenant, plutôt qu'on les perde pour rien l'été dernier, quoi. Donc voilà, ça c'est arrivé, par exemple. C'est arrivé. Pareil, on parle de KCP et Bruce Brown, mais ça, c'est époque Calvin Booth. Mais attendez, époque Tim Connelly, on a aussi laissé partir Jeremy Grant. Voilà, Jeremy Grant aussi. On l'a laissé partir pour certes un gros salaire côté Détroit, mais Jeremy Grant était dans la franchise depuis... alors attendez, que je dise pas de bêtises... Quoique non, il était arrivé assez tard. Il est resté qu'un an à Denver. Mais je pense qu'au bout d'un an, tu aurais pu t'aligner. Enfin bref, pareil, on a laissé partir Jeremy Grant. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Et puis, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a un côté où Denver n'aime pas trop payer la luxury tax. Dès qu'ils peuvent, ils font un move financier pour ne pas la payer. Donc voilà, je trouve ça un peu injuste parce que, premièrement, c'est pas la décision du GM, ça. Ces histoires de contrat et de luxury tax, c'est pas le GM, mais pas du tout. Et deuxièmement, preuve que c'est pas lui, c'est qu'on a cette historique depuis 10 ans, ou même un peu plus, que en fait, c'est surtout des propriétaires un peu frileux, quoi. Donc voilà, après, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, hein. C'est un peu dommage pour le côté sportif. Mais je veux dire, en tout cas, ça me paraît injuste et même faux, en fait. Faux, factuellement faux, de dire ça, de dire que c'est la faute du GM. Par ailleurs, ce GM, qu'est-ce qu'il a fait comme move?
Et si on dévalue un peu les moves, bon, il y a des moves qui, comme dit, c'est pas trop de son ressort. Hein. Les prolongations qui n'ont pas été faites, d'accord. Du reste, c'est lui qui a drafté Christian Brown. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé, hein, mine de rien. Julian Strouser, c'est lui aussi. Alors, il n'a pas encore totalement explosé, Strouser, mais c'est quand même pas mal du tout. Hein, Strouser, pour là où il a été choisi. Moi, vous savez que je l'aime beaucoup. Et puis, cette année, il a commencé un peu à jouer plus qu'avant. Il a été aussi un peu blessé, mais voilà, Strouser, c'est un pick numéro... mince, je suis sur la mauvaise draft, 2023, 23 ou 24, je sais plus. Strouser, pick numéro 29. Bon, pour un pick numéro 29, c'est pas mal d'avoir un joueur de rotation 2 ans après. Je peux vous dire qui est-ce qu'il y a autour. Bryson Sabo, Nick Smith, qui joue un peu à Charlotte enfin. On a aussi Kobe Brown juste après. Bon, c'est pas donné un joueur de rotation en pick 29. Et surtout pas au bout de 2 ans, quoi. Et déjà, on est en année rookie en montrant des belles choses, quoi. Donc, Christian Brown, c'est lui. Strouser, c'est lui. Peyton Watson, c'est lui. Jalen Pickett, c'est lui également. Et on voit que Pickett, ça marche pas mal. On a aussi Colin Gillespie, d'ailleurs. Donc, le fameux Colin Gillespie qui est à Phoenix actuellement a été drafté en 2023 par Calvin Booth. Donc, encore un bon choix. Parce que, en plus, moi, je l'aime bien. Mais je veux dire, là, il joue un peu à Phoenix. On voit que c'est pas mal. Et j'ose croire qu'un mec dont tu te sépares au bout de à peine 1 an, quand il est plutôt pas mal, soit je me trompe totalement et c'est juste qu'il était pas bon et qu'ils ont fait un mauvais choix en le coupant, soit sinon c'est que c'est aussi potentiellement un move financier. Mais bref, à la limite, celui-là, mettons-le entre parenthèses si ça ne vous convainc pas. Mais pareil, bon, le régime d'avant avait drafté Bones Hyland. Comment dire, moi je suis pas très fan, on voit très bien que ça se passe pas bien, c'est quand même pas top comme joueur, Bones Hyland. Et ça, c'est pas Calvin Booth, ça c'était Tim Connelly. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à s'en séparer pour alors c'était combien? Je crois qu'il a gagné un tour de draft du 2e tour dans l'affaire. Enfin voilà, il y a quand même pas que des mauvais moves pour le coup, mais même plutôt des bons moves. Et les seuls mauvais, comme on l'a expliqué, les seuls mauvais, c'est des moves financiers qui ne sont pas de son ressort, à mon avis. D'ailleurs, il a aussi drafté un mec qui s'appelle Darren Holmes, qu'on n'a pas encore vu, mais il y a pas mal de mecs de scouting un peu qui ont suivi la draft dernière qui disent qu'il est pas mal, Darren Holmes. Mais bon, bref, on verra. Westbrook, moi je suis le premier à dire qu'il y a des gros défauts et de grosses imperfections. Il y a plus tant de jus que ça en attaque. En défense, j'ai développé ses déficitaires, mais attendez, Westbrook, pour un contrat minimum et pour un rôle mineur, c'est très cool. On a vu le début de saison, dans un rôle mineur, c'était très cool. Donc la rentabilité de Westbrook, c'est quand même génial. Prendre aussi pour pas cher du tout Saric, c'était pas mal du tout, je trouve. Alors après, au passage, on a parlé de Bruce Brown et KCP, que effectivement, entre guillemets, il a laissé partir, mais je répète, pour moi, c'est pas lui, c'est le propriétaire qui voulait pas payer. Ok. Mais KCP et Bruce Brown, qui les fait venir? C'est le GM, hein. C'est ce front officer en tout cas, qui échange Will Barton et Monte Morris contre KCP, move incroyable, qui leur a donné le titre en partie. Et puis, il signe aussi également Bruce Brown en free agent cet été-là, juillet 2022. Donc, voilà. Franchement, en termes de, si ça vous convainc pas, tout ce qui est Jalen Pickett et la draft, etc., mais il y a quand même des moves de très bonne qualité. Le truc, c'est que après ça, et à part ça, à part signer Bruce Brown et faire le trade de KCP, en effet, il n'y a pas d'autres gros moves. Mais aussi parce que il n'y a pas tant que ça d'opportunités de faire des moves au final, en termes de trade, je veux dire, dans le sens où il n'y a que des gros contrats. Et ça aussi, je crois que la prolongation de contrat de Michael Porter Jr., c'est pas lui, et en plus, je trouve elle n'est pas si scandaleuse que ça. Enfin, elle peut le devenir si, en effet, c'est une 3e option qui est très chère, mais ça pose moins de problèmes si ton équipe est déjà blindée autour. Et que tu as une excellente team première option, excellente team 2e option, ce qui n'est pas trop le cas à Denver. Voilà, tu surpayes un peu Michael Porter pour le garder, mais tu le surpayes une fois que toute l'équipe autour est blindée. Voilà, tu donnes le gros contrat à Porter. Bon, effectivement, il est surpayé, mais ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi une structure du salary cap et du budget salarial, des Nuggets qui est de telle sorte que, en fait, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer cet été, je pense, c'est soit tu fais tout péter, soit tu touches à rien. Mais il n'y a pas tant que ça de place pour un peu faire du remodelage avec des contrats de taille moyenne. Ça, c'est peut-être la déception, c'est que effectivement, ça c'était lui qui était en poste. À la trade deadline 2025, donc celle-ci, il y avait le
le contrat de Zekenaji. Alors c'est vrai que c'est lui qui a donné le contrat de Zekenaji. Moi, je pense que sportivement, il ne le méritait pas, mais je comprends pourquoi il l'a donné en mode, ça nous fait quand même une cartouche dans les trades. Parce que justement, on est tellement blindé autour de ça, avec justement que des gros contrats, que des 40 millions Michael Porter, 50 millions Jamal Murray, Nikola Jokic 50 millions. On est tellement blindé que, certes, Zekenaji, il les vaut pas, mais donnons-lui de l'argent, peut-être même un peu trop, et ça nous fait quand même une cartouche à 10 millions à dégainer dans un trade. Pour le fameux équilibre des salaires dont tu as besoin pour faire un trade, clairement, c'était ça l'objectif. C'était un asset tour de draft ou un autre jeune avec Zekenaji, et tu pouvais avoir un role-player à 10 millions, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vrai que c'est un peu décevant qu'il n'ait pas réussi à le faire, cette trade deadline, mais bon, à la limite, c'est pas non plus énorme comme move ou comme non-move, je pense, mais c'est vrai que je regrette un peu ça. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas de contrat de 10, 15, 20 millions. Il n'y a pas tant de ça de marge de manœuvre, en fait. C'est facile de dire oui, mais l'équipe s'est affaiblie et puis ils n'ont pas ramené tel 3&D, ils n'ont pas ramené Dorian Finney-Smith, ils n'ont pas ramené Royce O'Neal, ils n'ont pas ramené des mecs comme ça. Mais sauf que des mecs comme ça ne rentre pas dans le salary cap. En tout cas, c'est pas aussi facile que ça. Donc, bref, c'est un peu l'idée. Mais à la limite, on peut mettre comme déception, premièrement, ça, l'inactivité sur le trade deadline 25. Mais bon, c'est pas non plus un truc scandaleux, quoi, pour le coup, par rapport à tout le reste. Et puis, le contrat de Jamal Murray. Mais là encore, la prolongation de Jamal Murray, c'est pas que lui. Je pense que quand tu donnes une telle prolongation au Supermax, ne vous inquiétez pas qu'il y a toujours le propriétaire derrière qui dit oui ou non. Il y a un veto. Et le problème de Murray, c'est que là, il fait pas une bonne saison. Je pense qu'il va pouvoir rebondir. Il n'y a pas de problème. En plus, il est toujours beau en playoff. Mais c'est vrai que ça fait cher. Même un bon Jamal Murray, même pour un bon Jamal Murray, ça fait cher. Mais en même temps, c'est quoi l'alternative ? Tu pouvais pas le laisser arriver en free agency, tu peux pas le laisser partir. Et puis c'est une question de statut. C'est un mec qui venait d'être champion, qui a été partie importante de cet effectif, évidemment. Voilà, il y a une question de statut, un peu d'ailleurs comme à Boston. Boston, Jaylen Brown, je suis pas sûr qu'il mérite un contrat super max, mais tu peux pas faire autre chose que de lui donner, en fait. Tu peux pas. C'est en termes de statut, en termes de construction d'équipe, pardon, également. Tu peux pas dire non, mais ok, on te laisse tester le marché, voire même on te perd. Non, tu donnes le contrat et puis ensuite tu l'échanges, quitte à mettre un asset ou deux dans le lot. Mais effectivement, c'est un des seuls trucs que j'ai pas aimé de la part de ce GM, mais bon, je suis pas sûr que ce soit que lui, quoi, la prolongation de contrat, pour le coup. Autant sur des trades un peu mineurs, KCP, ou sur des signatures à la Bruce Brown, le propriétaire n'intervient pas trop. Autant sur une prolongation au Supermax, je pense que le propriétaire a son mot à dire également. Bref, donc tout ça pour dire aussi que je dis pas qu'il a tout bien fait, pour le coup, mais bon, vous voyez quand même qu'on peut nuancer l'avis des fans des Nuggets en mode le GM est pas bon, quoi. Le GM est pas bon et le GM a affaibli l'équipe. Non. Le propriétaire a affaibli l'équipe et pendant ce temps, le GM a pas pu faire grand-chose parce qu'il y a 3 méga contrats et donc peu de flexibilité et en termes de choix de draft, il s'en sort pas si mal que ça, pour le coup. Même Jalen Pickett, qui est dernièrement, il commence à être pas mal. Peyton Watson, Strouser, Christian Brown. Zekenaji, c'est lui ou pas Zekenaji ? Je doute, puisque s'il vient de signer une prolongation, c'est que ça a été drafté il y a au moins 3-4 ans, donc ça doit être lui. Bref, voilà. Calvin Booth, peut-être pas parfait, mais pas nul. Résumons comme ça. Et puis maintenant, dernière partie de ce podcast, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le futur de Denver ? Bon, déjà, première chose pour cette saison, on va rester avec David Adelman. Quelles sont un peu les velléités, les ambitions réalistes, on va dire, pour cette saison ? Je pense que Denver, on va le répéter pendant des jours, des semaines, là, dans les previews, etc. Mais Jokic est un problème tactique qui est énorme. Donc, forcément que ça peut poser des problèmes. J'en ai parlé il y a 2 jours. Là. Pour moi, l'adversaire qui pourrait être le meilleur adversaire pour Denver, c'est Houston. Pourquoi ? Parce que Denver, défensivement, c'est pas top. Donc, autant affronter la pire attaque parmi les bonnes équipes, Houston. Et en effet, en plus, il y a ce truc tactique où Jokic est tellement bon qu'il t'impose qui est-ce que tu dois faire jouer en face. Notamment, tu es obligé de défendre Jokic. Donc, soit tu fais des prises à 2 qui sont risquées, etc. Soit même, ça impose qui est-ce que tu fais jouer. Parce que prise à 2 ou pas prise à 2, enfin, en tout cas, même avec une prise à 2, tu peux pas te permettre d'avoir, Jabari Smith en premier rideau. Non, parce que du coup, il attaque avant la prise à 2 et puis c'est fini, quoi. Donc en fait, Jokic impose non seulement des compromis énormes pour ta défense schématiquement, mais même, il t'impose aussi en termes de joueurs, qui est-ce que tu fais jouer. Donc notamment, allons là-dessus, pour Houston, ça imposerait de faire beaucoup jouer Steven Adams. Mais ce que tu pourrais aussi le payer de l'autre côté. Parce que Adams n'a pas de spacing. Contre OKC, ça imposerait de faire jouer beaucoup Hartenstein.
Mais donc, tu ne pourrais pas aussi souvent que tu le voudrais jouer sans Hartenstein en mode spacing absolu que Chet Holmgren, par exemple. Mais il y a plein de cas comme ça qu'on pourrait aborder. Hein. Pareil pour les Wolves. Les Wolves, alors, ils arrivent bien à le dompter avec des 2 contre 1, etc. Mais ça impose aussi qui est-ce que tu veux jouer ou pas aux Wolves. Pareil à Memphis, tu serais obligé de faire jouer Zach Edey. Mais Zach Edey, ça a aussi des compromis de l'autre côté. Ou alors, si il y a Zach Edey sur le terrain, tu peux aussi le cibler sur pick and roll, etc. etc. Donc, il y a ce côté où, pour moi, Denver peut faire des choses en playoff, mais je pense pas qu'il y ait le spacing pour aller au bout. Clairement. Je serais pas choqué s'ils sortent au premier tour. Je serais pas choqué s'ils font un upset contre Houston ou même qu'ils passent un tour et qu'ils soient top 4 à l'ouest en demi-finale de conf, quoi. Je serais pas choqué. Mais je serais étonné ou choqué s'ils sont en finale NBA. Ça, oui. Et puis après, donc, disais-je, pardon. Le futur, c'est quoi ? Il y a 2 problématiques. Il y a le coach. Problématique numéro 1, le coach. Hein. Qui est-ce qui va être le prochain coach ? On verra ce que fait David Adelman, mais j'ai assez peu de... Je pense pas qu'Adelman vienne avec une attaque révolutionnaire. En général, sur un intérim aussi court, en plus, on est à 10 jours des playoffs. Je pense pas qu'il va avoir un playbook révolutionnaire en mode « Ah, voilà enfin le tacticien créatif qu'on attendait pour Jokic ». Non, je ne pense pas. Donc peut-être Adelman, s'il s'en sort bien, mais je pense pas. Et après, qui est-ce qu'il y aura sur le marché ? Ça peut être intéressant aussi de voir qui peut être le prochain coach. Et d'ailleurs, je pense que on n'a jamais vu un tel été pour les coachs au chômage. C'est-à-dire que là, tu as 2 situations en NBA qui sont extraordinaires. Il y a les Spurs et Wembanyama en année numéro 2, enfin l'an prochain numéro 3. Je pense que tout coach, j'allais dire vivant ou mort, en poste ou pas en poste, doit regarder d'un coin de l'œil la situation de Wemby parce que c'est cool d'être embauché maintenant et en plus si ça marche, t'es le coach de Wembanyama pour les 5 prochaines années. C'est pas mal, voire même 10 si ça se passe bien. Voilà, c'est pas mal comme situation. Et de l'autre côté, donc il y a Jokic. Jokic et la situation à Denver. Voilà, ça n'a jamais été aussi bien en NBA d'être un coach au chômage parce que tu as potentiellement soit la possibilité d'être le coach de Wemby pendant 5-10 ans, le coach du futur qui est un alien, soit sinon, tu as aussi la possibilité de postuler et d'être le coach de Nikola Jokic. On peut citer des noms. Je pense que Bud, potentiellement, va être sur le marché. Ce serait génial d'avoir un Budenholzer esprit offensif avec Jokic. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Taylor Jenkins est sur le marché. J'aime plutôt pas mal. Alors, je suis moins fan du côté... c'est pas un expert du côté adaptation extrême en playoff. Voilà, ça, mais pas qu'en playoff. Sur des fins de match, on a vu que c'était pas toujours les bons choix, etc. Mais c'est quand même plutôt pas mal comme coach. Après, il y a aussi la possibilité assistant. Soit David Adelman, le fils de Rick Adelman, mais qui n'a jamais été co-assistant. Mais il y a quelques assistants coach stars en NBA. Je pense directement à Chris Quinn, d'ailleurs, qui avait été testé par les Lakers l'été dernier, enfin, qui avait été entretien d'embauche, pardon. Donc pourquoi pas Chris Quinn à Miami, qui est un des assistants coach stars de NBA, un peu qui arrive sur le devant de la scène, qui va avoir son poste, je pense, très prochainement. Ou alors carrément, il y a aussi un James Borrego. Qui est un assistant coach aux Pelicans, qui est un grand gourou de l'attaque. Moi, vous savez que j'adore Borrego et ses systèmes offensifs, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de possibilités. J'ai hâte de voir. Potentiellement, en plus, pourquoi pas, il y aura aussi le poste de Milwaukee à aller coacher. Je ne sais pas, mais voilà. Première étape, ce sera le coach, mais j'ai envie de dire, ça va être la plus facile parce que juste, t'as de l'argent, tu offres un contrat et beaucoup d'argent à quelqu'un, à un bon coach, en plus sur le marché, un coach qui a envie de venir parce que vient coacher Jokic, c'est quand même pas mal. Mais le plus gros du travail de l'été prochain, ça va être la deuxième partie, la deuxième problématique, la restructuration de l'effectif. Et comme je l'ai dit déjà, on ne peut pas remodeler légèrement l'effectif. Ça passe, vu qu'il n'y a que des gros contrats, il y a des gros choix à faire. Bon, Jokic, intouchable, on est d'accord. Heureusement, Nico Harrison n'est pas le GM des Mavs, des Nuggets, donc Jokic est intouchable, ok. Et après, plusieurs options. Premièrement, Aaron Gordon. Qu'est-ce qu'on fait avec Aaron Gordon ? Est-ce que, vu la montée en puissance de Peyton Watson et le fait que Gordon est de plus en plus vieux, et là il sort d'une saison où il est blessé, est-ce que ce serait pas maintenant le moment où il faut battre le fer tant qu'il est chaud ? Faut pas attendre qu'il y ait un déclin qui s'opère avant de l'échanger. Il a quoi ? Il a 31, 32, un truc comme ça, je pense. Draft 2014, il avait 20 ans en 2014, voilà. Où il a 31, 32.
déclin physique qui peut arriver. La défense, ça tient aussi beaucoup là-dessus. Je ne sais pas, mais le truc, c'est que moi, je le garderai, Gordon, parce que c'est le partenaire parfait de Jokic en termes de. Il faut une présence autour du panier, plus la défense de demi-terrain. Et puis surtout, il n'est pas payé si cher que ça. Hein. Je crois qu'il est à 20 millions, 22 millions, 25 millions, un truc comme ça. Je vais vérifier. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait un sacrifice qui, à mon avis, serait grand sportivement et sans le plus grand gain possible en termes de flexibilité. Je pense que clairement, il vaut mieux garder Gordon et c'est à quoi que non, il a signé une prolongation, donc 22 l'été prochain, ensuite 31, 34, 37. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire cher sur la fin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Porter Junior est à beaucoup plus. Donc, si tu veux gagner en flexibilité, pourquoi pas plutôt aller casser ton effectif et échanger Porter Junior contre 2-3&D, par exemple. Hein. Je dis n'importe quoi, mais ce genre de choses. Gagner en flexibilité en cassant les 40 ou 45 millions de Porter Junior en plusieurs petits contrats. Que ensuite, même tu peux garder ou rééchanger, etc., etc. Le problème, c'est que déjà, moi, je le trouve pas mal en défense. Alors, certes, il va être surpayé au global, mais il est quand même pas mal pour ta défense. Et c'est quand même un aspect où, on l'a dit, tu es déficitaire. Et puis, deuxièmement, si tu enlèves le seul vraiment qui apporte du spacing, ça peut être encore plus problématique. Donc, il y a toujours cette option de dire Porter Junior est surpayé, mais vis-à-vis de sa défense off-ball, la taille qui est fonctionnelle, les rotations, plus donc ce spacing, j'aurais pas trop envie d'échanger Porter Junior. En tout cas, ça dépend contre qui. Et je pense que, donc on en arrive, comment dire, the elephant in the room, comme disent nos amis de la langue de Shakespeare, mais Jamal Murray. Je pense que le moyen le plus facile, entre guillemets, de créer de la flexibilité et d'améliorer l'équipe, paradoxalement, c'est de casser le contrat de Jamal Murray. C'est de l'échanger quelque part, et soit de le transformer en un joueur de salaire équivalent, mais meilleur, premièrement, soit sinon de l'échanger contre des joueurs moins bons, mais à plus petit salaire. Je pense qu'un joueur de salaire équivalent, mais tout aussi bon, mais meilleur que lui, oui, c'est le rêve, sauf que qui va accepter d'encaisser le même salaire, mais pour un moins bon joueur? C'est là où ça n'a pas de sens. Surtout qu'en général, si tu es un joueur de cet acabit, tu vas être une équipe compétitive. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, un Lillard. Lillard, pour à peu près le même salaire, c'est bien meilleur, mais pourquoi est-ce que les Bucks diraient oui, non, on prend Jamal Murray et on te donne Lillard? Ça paraît pas, voilà. À la limite, tu peux aller chercher un joueur dans une mauvaise équipe, mais eux, ils accepteraient un salary dump, en fait, c'est un peu l'idée. Mais du coup, on tombe sur la deuxième possibilité. Tu gagnes en flexibilité, tu casses ce gros contrat en plein de petits morceaux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un échange à 3, un échange à 4, donc un échange à plusieurs pour choper un bon joueur qui va être payé moins cher. Et le truc, là où ça pourrait marcher, c'est que non seulement Jamal Murray a beaucoup de problèmes de blessures, Jamal Murray, ça commence à vieillir. Bon, ça, on a tous un peu conscience. Même quand il est bon, encore une fois, j'insiste, mais même quand il est bon, c'est surpayé. Donc, bon, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un moins bon joueur, mais pas surpayé, plutôt qu'un meilleur joueur, mais un peu surpayé, donc ça te bloque complètement? Je me pose la question. Et puis de l'autre côté, tu as aussi le fait que il y a Jokic. Il y a un mec qui s'appelle Nikola Jokic. Or, je pense qu'avec Jokic, tu peux te permettre, pour ton deuxième créateur, un deuxième porteur de balle, tu peux sans doute te permettre d'aller prendre un joueur moins bon et donc moins payé. Mais parce que Jokic a ce super pouvoir de faire marcher le truc, en fait. Parce que Jokic, je vais exagérer volontairement, mais Jokic peut faire marcher n'importe qui avec lui. Une nouvelle fois, j'exagère un peu. Mais il y a quand même ce truc où, au final, tu pourrais te permettre d'avoir un joueur d'un acabit un peu plus bas, de moins bonne qualité, et que le duo avec Jokic marcherait tout de même. Je sais pas trop qui y a sur le marché, mais et je sais que c'est pas du tout un fan favorite, mais je pense directement à un joueur, alors peut-être pas lui, mais de type Jordan Poole. Voilà, un joueur de ce chapeau-là, un peu créateur secondaire plutôt que créateur principal. Un Jordan Poole qui est payé 36, je crois. C'est quand même moitié prix par rapport à Jamal Murray, tout en étant quand même bon et quand même intéressant. Alors, bon, je sais que pas mal de monde pense que Jordan Poole est une pipe totale, donc ok, on élimine Jordan Poole. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que on peut imaginer un joueur de ce calibre-là payer 25, 30, 35, cette catégorie-là de joueurs, plutôt que se dire il faut qu'on remplace Jamal Murray par une autre star top 30, top 40 NBA, quoi. Je pense que une bonne affaire, ça pourrait être un truc comme ça, quoi. Genre, tu t'appelles Washington et tu dis on vous donne les 50, 55 ou 60, je sais pas combien, de Jamal Murray, plus des assets
plus Julian Strouser, plus des tours de draft. Voilà, vous prenez des jeunes pour faire passer la pilule. Et vous, de l'autre côté, vous nous donnez non pas un contrat, mais plusieurs. Donc, imaginons dans le cas de Washington, ça pourrait être du, je sais pas moi, Jordan Poole qui a 36, plus on fait un sign and trade aussi, puisqu'il va être free agent, mais sign and trade également de Malcolm Brogdon. Et voilà. Et d'un coup, tu transformes, non seulement tu gagnes en flexibilité, des contrats plus petits que tu pourras ensuite rééchanger plus facilement, mais en plus, tu gagnes aussi en nombre. Numériquement, tu récupères 2 joueurs plutôt qu'un. Je pense, un truc comme ça peut s'imaginer. Voire même, tu dis à Washington, bon, vous mettez même, ou alors Marcus Smart d'ailleurs. Marcus Smart. Franchement, ça peut être cool. Peut-être pas Jordan Poole, mais si vous voulez, vous t'échangez, voilà, 1 ou 2 picks plus Jamal Murray contre Marcus Smart et Brogdon. Bon, le problème, c'est que les deux sont un peu en mauvais état. Ils sont pas en top état, mais voilà, je pense que ça peut être un objectif de cibler un joueur de Stackaby, non pas chapeau un créateur comme Jamal Murray, mais chapeau 2 ou 3, qui va être payé moins, mais qui te permet un peu plus de respirer, quoi. Donc, ça peut être fait, mais le problème, l'obstacle, ça va être de comment est-ce qu'on fait et combien d'assets on est prêt à mettre dans la balance pour se séparer du gros contrat de Porter, du gros contrat de Jamal Murray. Est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Ça aussi, hein, ça va dépendre de quel GM va être embauché, quel va être le choix de la direction, mais ça peut être un choix. Ça peut être un choix qui est fait de faire comme ça, de se séparer de 1 ou 2 de ces 2 gros contrats et de recommencer sur un cycle neuf. Et voilà, Jokic vient de fêter ses 30 ans. Donc, on est en plein prime. Et à mon avis, faudrait pas rester accroché à... Ça va paraître dur ce que je veux dire, mais faut pas rester accroché à un boulet trop longtemps. C'est très, très connoté négativement, cette phrase, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, le cycle Jamal Murray, Porter Jr., Gordon était très cool. Mais tu peux aussi te dire, on passe à autre chose, quoi. Et de la même manière qu'on en a parlé avec les Bucks, Giannis, à 30 ans ou 31, je sais plus, je pense qu'il a encore 7-8 ans de très, très haut niveau. Je pense que si tu es les Bucks, tu dois pas te raccrocher à oui, mais Middleton était un historique, Brook Lopez a beaucoup aidé, etc. S'il faut tourner la page, tu tournes la page, en fait. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Denver, c'est pas pareil, parce que c'est des mecs un peu moins vieux, mais si vraiment tu as peur par rapport à la santé, si tu as peur par rapport à la flexibilité, Jokic n'a que 30 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que, éliminant un peu cette métaphore du boulet qui est beaucoup trop connotée négativement, ce que je veux dire, c'est que tu aurais potentiellement le temps de faire un peu une métamorphose de l'effectif et tu aurais presque intérêt à le faire parce que tu as le temps, quoi. Tu as le temps et ça peut valoir le coup. Ça peut presque valoir le coup d'avoir une année de transition où tu échanges une ou deux grosses pièces ou alors tu échanges une pièce qu'ensuite tu vas rééchanger dans 1 an contre autre chose, etc. Ça peut valoir le coup d'avoir une année de transition si ça peut te repropulser, te remettre en bonne position d'ici 12 à 18 mois pour un nouveau cycle avec un autre créateur secondaire à côté de Jokic, un autre ailier, un autre pivot, je ne sais quoi. Mais voilà, ce serait un peu, résumons sur les 2 obstacles à venir maintenant qu'on a viré Mike Malone, avoir les playoffs. Voilà, mais ça c'est un peu, j'ai envie de dire, on va les voir et ça va être très fun, mais pas trop d'espoir pour cette année, en tout cas, je serais étonné. Et coaching staff, nouveau GM, et quelle direction à prendre vis-à-vis de cet effectif où on a des propriétaires qui ne voudront pas payer la luxury tax. Ça, on l'a bien compris, en tout cas pas beaucoup. Donc, il va falloir un peu voir si on peut remettre sur pied et en pleine forme Jamal Murray et les autres, notamment, ou si on fait le choix de trancher dans le vif et de tout faire péter, en tout cas de remodeler de manière conséquente cet effectif pour repartir sur un cycle de 4, 5, 6 ans pour la deuxième partie du prime de notre ami Nikola Jokic. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà pour cet épisode surprise, hein, évidemment pas du tout programmé. J'avais un peu d'autres choses en tête et en boîte d'ailleurs, en réserve plutôt, pardon. Donc voilà, petit point sur les Nuggets. Ça me paraissait intéressant cette historique aussi de Mike Malone et la dynamique intérieure une fois qu'on recherche un peu d'autres éléments. L'équipe et l'été des Nuggets va être fascinant. Je ne vais pas me répéter, mais par rapport à la fin de podcast, mais effectivement, ce sera à suivre d'autant plus, avec d'autant plus de détails et d'intérêt, que c'est quand même Nikola Jokic. Et que, bon, on a réussi à avoir un titre avec une équipe qui était, on va dire, bonne, mais pas parfaite, hein, un coach qui était bon, mais pas parfait. Est-ce que sur la deuxième partie du prime de Jokic, on ne pourrait pas atteindre une équipe un peu plus idéale, peut-être? Je ne sais pas. Je vais suivre ça en tout cas. Mais donc voilà, et donc nous, on va se retrouver bientôt, très bientôt. Je ne sais pas par quel podcast je vais commencer, mais on a des podcasts supporting cast comme l'an passé, on a des podcasts, on a une draft des moins de 25 ans. Ça y est, elle arrive enfin.
On était censé la faire en février, mais elle arrive enfin, la draft des joueurs de moins de 25 ans. On a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? On a toute une série de trophées à remettre qu'on va faire prochainement. Donc je pense qu'on va se retrouver d'ici 2-3 jours, je ne sais pas quand, d'ici 2-3 jours pour un prochain podcast. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos participations, iTunes, Spotify, etc., etc. Un grand merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.